Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Ciné20. Je suis avec Owen. Salut. Et on sait pas trop quand est-ce qu'il sortira, mais bon, à l'approche des cérémonies César, Oscar, nouvelle année, c'est un peu un épisode bonus, comme on en a déjà fait un l'année dernière. Mais cette fois-ci, on a décidé un peu de modifier un peu la formule pour que ce soit peut-être un peu plus sympa à écouter. On va faire rapidement notre top 5 au début, 1 minute par film, pas le droit de plus, chacun son tour, enfin genre 5e, toi moi, 4e, toi moi, etc. Et ensuite, on a fait des catégories plutôt globalement basées sur le genre des films, meilleure comédie, meilleur drame, meilleur film d'horreur, meilleur acteur-actrice, meilleur DA, meilleur film d'horreur, etc. Bon, ça vous découvrirez au fur et à mesure. Il y en a une dizaine de catégories. Et voilà. J'ai été concis. Ouais, c'est très bien. C'est fou, ce sera un épisode concis. C'est un épisode où on va droit au but. Et voilà. Et aussi, le fait de parler de ces œuvres, enfin d'avoir fait ces catégories-là, c'est aussi pour éviter de se cantonner déjà à un top 5 et aussi de parler un peu des films dont on a envie de remettre une couche dessus, en fait, quoi, de en parler. Et voilà, c'est un peu des mentions honorables, en fait, quelque part. C'est ça. Et on peut même commencer direct par le pinard. Ouais, le pinard, qui est un pinot qui est... en ce moment, j'ai envie de tester des vins légers. Du coup, là, j'ai demandé au caviste un vin léger. C'est un pinot de Savoie qui est de chez Jacquin. Et ben voilà, il m'en a pas dit grand-chose. Il était assez sobre en parole. Mais on va voir s'il est bon. Donc voilà. Très bien. On attaque direct. Cash, top Ouais. 5, vas-y. Ah oui, je commence. Du coup, 1 minute, hein. Allez. Et ben, je vais vous parler de Anatomie d'une chute, qui est mon top 5, que vous avez sûrement entendu parler, puisque c'est notre grosse fierté française pour notamment les Oscars. C'est un film de procès, du coup, qui va suivre une madame qui est accusée d'avoir tué son mari. Et c'est un film magnifique sur qu'est-ce que c'est le théâtre d'un procès, du tribunal. Et vraiment, j'emploie pas le mot théâtre à la légère, parce que c'est vraiment comment tous ces non-dits et cette extravagance du théâtre aussi. Donc voilà, c'est assez fort. C'est aussi sur les perceptions, notamment on va demander à chacun des personnages sa perception sur les événements. Et donc voilà, c'est un film assez beau et très très fort. Bravo, tu as tenu ta minute. Waouh, ça c'est dur une minute, hein. Ouais, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Ça marche. Et voilà. Et ben moi, je vais y aller pour mon film français préféré de l'année, qui est Le Gondry, le livre des solutions, qui aurait pu du coup concourir en meilleure comédie, mais voilà, parce que déjà c'est très drôle, le livre des solutions. Et je trouve que c'est un joli film sur le cinéma, mais pas dans le côté chiant qu'on peut avoir d'habitude, dans le côté comment ça se passe un tournage, comment ça se passe, quand même en vérité, il y a pas mal de choses qui sont réelles, au final, dans ce film-là. Mais c'est un film qui est extravagant, qui est rêveur, qui est tendre, quand même, il met quand même en avant un personnage qui est infect. Et voilà, bon, après, qui est joué par Pierre Ninet, donc on peut à peu près tout pardonner. Pierre Ninet qui a son meilleur rôle à ce jour, parce que Ouais, c'est quelqu'un moi j'aime beaucoup, mais j'aime pas beaucoup sa filmographie, on va dire, à part peut-être Boîte Noire, je sais même pas si j'aime vraiment bien un seul autre de ses films. Five, je trouve ça sympa. Mais voilà, c'est quelqu'un dont j'ai toujours été frustré par ça. Et il a là son meilleur rôle. Je trouve que Gondry a tout gardé de sa petite poésie. C'est une autofiction, mais en même temps complètement délirante et en même temps très terre à terre. Et voilà, et c'est très joli, voire courageux pour certaines choses. J'ai atteint ma minute pour mon top 5. Ouais, alors du coup à moi je vais vous parler de Simple comme Sylvain. Ça enchaîne. Ouais, alors Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui est un film beau sur l'amour, mais l'amour passionnel, fusionnel, sur un peu l'adultère, sur les différences aussi de classe, que ce soit la bourgeoisie intellectuelle et on va dire les campagnards, pour parler crûment. Mais voilà, c'est un film très très beau sur qu'est-ce que c'est l'amour et comment les personnages le vivent, le ressentent et se le représentent et se fourvoient aussi. Et la réalisation est absolument incroyable, la photo est incroyable et tout est incroyable. Les acteurs sont beaux comme des camions. Donc voilà, fantastique. Monia Chokri, je l'adore. Tu pètes des records, j'ai l'impression d'être dans un sprint. Bah moi, mon 4e, mais globalement, il va y avoir plus que des productions américaines, pas que réalisées par des Américains, mais des productions américaines, c'est Mad God, donc qui est aussi
techniquement mon dessin animé de l'année, enfin mon film d'animation de l'année, de Philippe Tippett, qui bah, moi, au final, m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté... c'est presque un grand musée. Un musée pas très joyeux, mais effectivement, je trouve que c'est un film qui me reste vachement, qui a vraiment cette espèce de faculté à pouvoir plonger dans... Enfin, de se faire sentir tout petit par rapport à l'univers qui nous entoure, quand même. Il décrit un univers qui est pas vraiment l'univers qui nous entoure, mais en tout cas, voilà, poser ces questions sur la vie, sur la mort. Pareil, un film d'errance, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général. Et voilà, et puis ça fait plaisir, en fait, c'est-à-dire de voir aussi un bestiaire, c'est-à-dire un vrai film avec un condensé d'imaginaire. Et c'est pour ça que je parle de musée aussi, quoi. C'est-à-dire, on a une pelletée d'idées, et voilà, ça me parle. C'est la fin de ma minute. Wow. Putain, c'est vraiment on est en mode sprint là. Mais j'aime bien, c'est sympa. Alors, les épisodes existent, hein, voilà. J'ai écrit dans le titre, il y a des chapitres. Si vous voulez nous réentendre sur ces Oui, parce que là, sur ces œuvres. On fait en 1 minute, mais avant, on le faisait il y a un bon 20 minutes pour chaque film que vous pouvez écouter du coup dans les épisodes précédents. Hein. Ouais, c'est que des films dont on a parlé. Ouais. Voilà. Allez, 1 minute. Waouh, du coup, La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Young, qui est moi mon film français préféré pour le coup, qui parle d'un bourgeois au 19e siècle, qui vit dans sa grande maison, dans son petit château, et qui est un gastronome qui travaille avec une cuisinière dont il est amoureux, et ils travaillent ensemble depuis genre 20 ans, et ils se comprennent sans parler, il y a vraiment une alchimie qui se passe en eux, surtout quand ils font de la nourriture. Et il n'a jamais réussi à lui proposer il lui a proposé de se marier, mais elle n'a jamais accepté. Et du coup, ça va être un film sur comment ils arrivent à parler entre eux grâce à la nourriture, grâce à la cuisine. Et c'est magnifique, c'est beau, c'est touchant, vous allez pleurer, c'est génial. On fait une parenthèse sur le débat... autour de ce film-là et de l'Oscar du meilleur film étranger, pour dire à quel point c'est une connerie ce truc-là. Oui, parce que du coup, en fait, le CNC a choisi son film qui représentait dans la catégorie meilleur film étranger aux Oscars. En gros, il y avait le débat entre deux films qui étaient du coup Anatomie et Dodin Bouffant, qui sont deux chefs-d'œuvre. Hein. Et au final, le CNC a choisi Anatomie. Dodin Bouffant, pardon. Sauf que tout le monde a râlé parce que Anatomie était un plus gros succès déjà en France, mais aussi à l'international. Et aussi parce que il y avait un peu le truc de Justine Triet a un peu attaqué Macron et la politique de Macron au moment de sa remise de prix à Cannes. Il y avait un peu une théorie du complot comme quoi le CNC aurait cassé Justine Triet pour en gros se venger d'elle ou pour la censurer, ce qui est totalement faux parce qu'on sait maintenant qu'en fait il y a 4 personnes, ils sont 7 à voter, il y en a 4 qui ont voté pour Dodin Bouffant, 3 qui ont voté pour Anatomie. Et puis aussi c'est tout le monde est en train de râler en disant que du coup ils ont fait un mauvais choix, mais c'est vraiment en oubliant totalement le fait que Dodin Bouffant est un excellent film. C'est vraiment une balle perdue pour Dodin Bouffant, comme s'il y avait un bon choix et un mauvais choix. Les deux films sont géniaux. Moi, je suis d'accord pour dire que j'aurais préféré que Anatomie représente la France parce que il a une meilleure capacité à plaire aux ricains et avoir un succès, on va dire, international. Et son parcours dans les festivals américains le prouve. Mais voilà, je trouve que cette polémique est débile et méchante envers Tran Anh Young et son film. Ouais, bah voilà, tout pareil. Puis je pense qu'il faut arrêter aussi de croire en fait que Macron est en train de trembler parce que Triet a fait un discours à Cannes et qu'il va à tout prix la casser. Je pense que... On bat les couilles. Je pense qu'ils sont tartine le fion royal. Voire même que si Triet gagne des Oscars aux États-Unis, il ramènera ça à son honneur aussi, dans le côté le côté soft power, tout simplement, qu'est la culture. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter de fantasmer... ce truc-là. Je trouve qu'il y a une espèce de... Je sais pas, cette année en France, on a eu un champion, qui est Anatomie, voilà, qui est le film, pour beaucoup de gens, qui est le film de l'année. Donc il y a une espèce, j'ai l'impression, d'ego français, de « Ah bah maintenant il faut qu'on ait tout, machin ». Calmos, hein. On a fait d'autres films qui sont super, mais effectivement, je pense qu'Anatomie avait l'étoffe pour être un champion, et je pense que si elle avait été nommée dans Oscar du meilleur film étranger, il y a de très fortes chances pour que le film l'ait gagné, mais bon,
calmons-nous un peu. Et je trouve que vraiment là, c'est vraiment faire du débat pour rien, quoi. Enfin, je trouve que c'est un débat, en plus, qui est complètement inintéressant. Donc, c'est... Voilà, c'était la petite parenthèse. Mon troisième à moi, c'est un tonton. C'est Spielberg. C'est Fabelman. C'est de la chialade. Zéro prise de risque. Putain, quoi. merde, j'ai pas mis mon chrono. Et non, aucune prise de risque, mais... Le deuxième n'est pas une prise de risque non plus, on va dire. Non, bah Spielberg, voilà, Spielberg comme d'hab, grand cinéaste. On se demande un peu quand est-ce qu'il va s'arrêter, ce loulou. Tu Voilà. l'appelles comme ça le loup? Ouais, le loulou, ouais. Booba disait je suis le boss du rap game, et bah Spielberg pourrait dire je suis le boss du cinoche game. Et s'il disait ça, ce serait gênant. Mais, en tout cas, je trouve que voilà, il fait pareil, un peu comme pour le Gondry, autobiographie, mais en même temps, à sa manière, il en fait du cinéma. Et surtout, je trouve que c'est le film de l'année qui, avec le Gondry, finalement, il y a un peu ce point commun. Je trouve que c'est les deux films qui parlent de cinéma. Et je parle bien de l'art. Pour moi, Babylone parle pas de l'art cinématographique. Il parle d'une période, il parle d'une industrie, il parle de voilà. J'ai dit Babylone, hein, je me suis. Ouais, ok. Parce que comme on va vite, du coup, j'ai peur de pas suivre moi-même ma pensée. Et il parle vraiment de ce que c'est pour lui le cinéma. Et je pense que quand quelqu'un comme Spielberg nous dit ce qu'est le cinéma, faut écouter. C'est beau ce que tu dis. Paf, 1 minute. J'ai fait un peu plus en vérité parce que j'ai oublié de mettre le chrono au début. Voilà. Ouais, moi mon deuxième, c'est un petit film qui s'appelle After Sun, qui est un chef-d'œuvre de Charlotte Wells. Toi, tu vas en parler parce que c'est ton premier. Mais voilà, c'est un film qui est aussi très personnel, on le devine, et qui est un premier film et qui est magnifique, qui est traversé d'une mélancolie terrible. Et qui est toujours on sent toujours une épée de Damoclès au-dessus de notre tête quand on regarde le film. Tellement il y a une atmosphère pesante et en même temps belle, enfin qui est belle par moment, pesante par moment, entre du coup un jeune père qui est joué par Paul Mescal et sa jeune fille de, on va dire, 10-12 ans, qui est jouée par Frankie Corio. Et c'est de toute beauté. C'est voilà, le récit d'un dernier voyage avec son père en Turquie. Deuxième, Oppenheimer de Christopher Nolan pour ma part. Nolan Zouz, j'ai retrouvé que j'utilisais comme marque-page un truc de mon agenda il y a quelques jours, et c'était avant le 5 novembre 2014 où j'avais marqué Interstellar 1 milliard de fois. Bon, je pense que je me faisais chier en cours aussi. Gros red flag. Hein. Ouais, de ouf. Mais je pense que c'était, je m'emmerdais en cours et j'en sais rien. Enfin, je suis pas fou, ok. Non, et puis je pense qu'avec Oppenheimer, il continue ce qu'il avait commencé en arrivant au sommet pour moi, qui est Dunkerque. Pour moi, son meilleur, c'est Dunkerque. Et je pense qu'Oppenheimer suit cette logique, j'en ai déjà parlé dans le truc, mais c'est tout simplement de créer sa propre grammaire, sa propre narration, son propre rythme. Je trouve que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne parle que de ce qui est invisible. Je pense que ce qui l'intéresse plus que la bombe atomique, c'est cette notion d'atome, c'est le fait de se prendre pour Dieu, c'est de créer l'impensable. Et voilà, et il s'en sert avec sa narration, sa maîtrise du temps qu'il a acquis en le théorisant par les années passées, et puis maintenant il est en plein contrôle de son art, et voilà, c'est extraordinaire. Number one, moi ça va être Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est la suite de Into the Spider-Verse, qui déjà en son temps avait révolutionné le monde de l'animation. Là, il va encore plus loin. Il donne à chaque personnage une DA différente, et en étant très très ambitieux sur cette DA-là. Je pense notamment au monde de Gwen Stacy, qui est que en aquarelle, et les aquarelles changent au fur et à mesure, notamment en fonction de l'émotion de Gwen Stacy. Et aussi, je sais pas, le monde de Hobby Hobbs, enfin en tout cas le personnage du punk en fait, de Spider-Punk, le monde du Spider-Man Bollywood. Et non, c'est un film qui me fait chialer du début à la fin, qui est ultra rythmé, qui est ultra intéressant, ultra ambitieux. Et voilà, pour moi c'est pour l'instant ce qu'il y a de plus intéressant en termes de DA dans le monde de l'animation en ce moment. Et c'est fou. Voilà, c'est fou. J'ai trop hâte de voir la suite. Putain, timing. C'est notre plus gros désaccord de l'année, Spider-Man. Voilà, je le dis. Moi, il est pas dans le top 30, hein, donc il est... Ouais. Non, j'aime bien, mais par exemple, moi, le rythme, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il est... C'est mon énorme reproche au film. Je pense qu'il est très mal rythmé, moi, au contraire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Moi, mon premier, tu l'as dit, After Sun. Comme ça, on va faire non pas 1, mais 2 minutes sur After Sun. Mais sachant qu'en plus, simple comme Sylvain, je l'ai pas vu, mais Dodin Bouffant est dans mon top 10 aussi. Anatomy doit être dans le top 15. Donc voilà, globalement, on est là.
Bah Aftersun, oui, t'as dit beaucoup de choses. Je pense que décidément pas mal de trucs un peu autobiographiques, mais encore une fois à sa manière, parce que c'est quelqu'un qui ne sacrifie jamais la narration juste pour. C'est quelqu'un qui se raconte, mais qui est prêt aussi à faire des sacrifices sur la vérité. Par exemple, on sait que c'est pas exactement, enfin que c'est pas une personne qui a fait des vacances all inclusive avec son père, que c'est quelqu'un qui a essayé de comprendre sa notion de souvenir. On sait que par exemple que dans ses choix de casting, la gamine s'est imposée, alors qu'elle cherchait, Charlotte Wells, pardon, cherchait quelqu'un de plutôt une fille un peu masculine par exemple, et qu'en voyant cette gamine-là, elle s'est dit bon bah elle ressemble pas physiquement totalement à ce que moi j'étais, mais cette gamine-là, elle est parfaite pour ce que je vais représenter. Donc elle a su faire les bons choix pour en faire du cinéma et un peu transcender cette idée de juste parler de son petit truc et de rendre ça universel. Et voilà, c'est un film extraordinaire qui lui aussi trouve sa propre narration. En plus de ça, alors que c'est un premier film, ça me terrifie, j'ai un peu dépassé. Moi voilà, hein. Une belle année de cinéma. Une belle année de cinéma. Et puis on va ouvrir la cérémonie des Owens et des Hals d'Or. Tout à fait. Avec, en premier, si je ne dis pas de bêtises, la meilleure comédie. La meilleure comédie. Ah ouais, c'est ça. Et bien, vas-y. Oui, je commence ou tu commences? Je crois que je l'ai dit, mais oui, on parle pas deux fois des mêmes films. Oui, ouais, on va essayer de pas mettre les films qu'on a mis dans notre top 5. J'étais en train de faire quelque chose sur mon ordi. Oui, pour éviter de... en fait, parce qu'on a envie de parler d'autres films, quoi, de vous recommander des trucs qui nous ont vraiment marqué cette année, mais qui sont pas forcément dans notre top 5. Qui sont même pas tout court dans le top 5, il n'y en aura aucun oui. qui est dedans. Voilà, meilleure comédie, tu veux commencer? Vas-y, moi j'ai commencé. Enfin, j'ai terminé. Moi, ce sera Yannick de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est un peu... il me fait... Des fois, il me fait mourir de rire, des fois, il me fait pas trop rêver. Je trouve que c'est un auteur assez inégal. Et là, pour moi, c'est carton plein. C'est un tout petit film de, je sais plus, 1h10, un truc comme ça. Ouais. Qui va droit au but, où on suit du coup Yannick, qui est joué par Raphaël Quenard. D'ailleurs, je vais reparler de Raphaël Quenard après, mais qui se fait chier pendant une pièce de boulevard, et du coup qui va arrêter la pièce, qui va sortir un gun et qui va dire bon bah à partir de moi c'est moi le capitaine maintenant, et c'est tellement drôle. On a un Pio Marmaille et une comment elle s'appelle, Blanche Gardin, qui jouent leur propre rôle quasiment. Qui sont des acteurs un peu ratés, et c'est qui jouent leur propre rôle. Non, mais à savoir des acteurs un peu ratés. Non, parce que j'adore ces acteurs, mais qui jouent, qui ont leur personnage à eux, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et mais en jouant mes versions ratées. Et c'est persona de cinéma. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et oui, j'utilise des mots comme ça. Ouais. Tu vas faire quoi? Non, j'ai approuvé. Et non, du coup, c'est très très drôle, très touchant, même. C'est à la fois drôle et touchant. Moi, c'est un film qui m'a vraiment plu, et qui est un huis clos, qui se passe vraiment que dans le théâtre. Faut plus de films de 1h10. Ouais, je suis trop... Franchement, avec le nombre de trucs où c'est trop long... Ouais, moins de films de 3 heures et plus de films d'1h10. Ouais, c'est bien, 1h10. Mais surtout, en fait, quand ça te permet, du coup, de tenir un concept aussi simple que ça. Et parce qu'en fait, si t'étirais, soit ça devenait chiant, soit peut-être qu'il aurait dû le mettre, je sais pas, suivre Raphaël Quenard dans le métro pour aller au théâtre. Enfin, tu sais, rajouter des trucs dont finalement on s'en fout, quoi. Ça fait que le film n'existe que dans son petit carcan à lui, quoi. Donc c'est... Avec un Killer of the Flower Moon, tu peux faire 3 Yannick. Oh putain. Et c'est vrai, ça. Et je préfère aller voir 3 fois Yannick que revoir Killer of the Flower Moon. 3 fois d'affilée? Je sais pas. Non, peut-être pas non plus. Mais... Non, moi je trouve que ça lui va bien en plus à Dupieux, cette espèce de sophistication que lui offre le lieu comme le théâtre. Ça, moi je suis assez confiant sur son prochain, Dali, qui sort très bientôt. Qui sera peut-être déjà sorti en fait, le moment où on sort. Mais... moi je trouve que ça lui va bien en fait, cette espèce de rapport un peu à l'art, où on sent que c'est quelqu'un qui est un peu tiraillé par ça, qui a un peu envie d'envoyer tout bouler, alors qu'en vérité c'est un cinéma plutôt bourgeois en vérité, Dupieux, quoi, parce que c'est pas de la comédie extrêmement populaire non plus, quand bien même Yannick a plutôt bien marché, mais voilà, il a ce côté un peu exigeant, et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été un peu tiraillé par ça, et je pense que voilà, ça lui permet de dépasser peut-être un peu ce truc là. Enfin voilà, non mais Yannick, et je suis d'accord, moi c'est celui que je trouve le plus marrant, parce que Dupieux, moi j'aime beaucoup, mais ça me fait pas rire.
Non, c'est... Oui, ou alors t'as un sourire Mais- un peu, genre le daim, t'es un peu, t'as un Ouais. sourire un peu jaune quoi. C'est ça. Mais le Dain, je comprends que c'est une comédie et j'aime beaucoup le Dain, mais ça me fait pas rire. Du coup, moi, il y a toujours eu un peu ce truc de ça me fait pas rire, donc normalement, je devrais pas aimer. Enfin, une comédie où tu rigoles pas, généralement, c'est que ça te met un peu en dehors, quoi. Et pourtant, j'aime bien. Donc, bon. Et là, Yannick, je me suis marré, ouais. Et toi, ta comédie préférée de l'année? Ma comédie préférée, c'est aussi avec Raphaël Quenard. C'est Chien de la Casse. Comédie dramatique, me faites pas chier. Voilà. J'ai envie de parler de ce film-là, déjà parce qu'en vérité, je trouve que je vois un peu le côté, enfin c'est un buddy movie, ça reste, enfin quand même il y a un trio, mais en vérité c'est quand même surtout l'histoire de ces deux potes-là. Et moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué, je maintiendrai que c'est les meilleurs dialogues de l'année, d'assez loin. Je trouve que c'est une écriture assez géniale, et en plus de ça, ça joue sur ce truc de... Il y a une réelle sympathie qui va se dégager de ce duo-là, quand bien même, au final, quand tu dézoomes, c'est quand même relativement toxique, mais toxique dans le côté, bah, aucun personnage n'a spécialement la volonté de faire du mal à l'autre, enfin, surtout Connard n'a pas spécialement la volonté de faire du mal à son ami Antonini Bajon. Il va le faire par des... Comment dire, par des biais très humains, quoi, tout simplement, par une peur de jalousie, par une peur de se retrouver tout seul, par tout simplement, oui, le plaisir d'avoir le contrôle sur quelqu'un, enfin, il y a plein de choses, et on pourrait en parler longtemps. Et voilà, je pense que c'est un film extrêmement intéressant, extrêmement précis dans sa mise en scène. Pareil, premier film. Et voilà, moi, je Ouais, pense j'ai que c'est un adoré film, aussi Chien de la Casse. ouais. Et c'est là où j'ai découvert vraiment Raphaël Quenard et Moi aussi. dinguerie quoi. En même temps, il est sorti en début d'année. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà, Je voilà. sais pas, si t'as rien d'autre à dire sur... Oh non, non, bah du coup, le Owens d'or de la meilleure comédie revient à Yannick et le Hals d'or revient à Chien de la Casse. La casse. Ensuite, les... Et du coup, le meilleur comédien de comédie, c'est Raphaël Quenard, du coup. On peut le Ouais, dire. ouais, bah, de toute façon, on a une catégorie pour meilleure actrice et acteur. Ouais. Les meilleurs drames. Alors moi, mon meilleur drame, ça va être L'île Rouge. L'île Rouge qui est un film de... Robin Campillo. Campillo, ouais. Campillo, ouais. Qui avait Robin, fait... je sais pas. qui avait fait 120 BPM, qui est surtout connu pour avoir fait 120 BPM. Et là, il fait un film aussi assez autobio, hein, assez personnel, sur, en gros, les derniers moments de la colonisation malgache, et sur, en gros, le moment où les colons se retrouvent obligés de partir et retourner en France, quoi. Et du point de vue d'un petit gamin dans une famille, on va dire, semi-bourgeoise, Soldat. deux soldats, le voilà, le père est militaire. qui vivent dans un joli quartier pavillonnaire dans la base militaire du coup à Madagascar. Et c'est pour moi c'est une des plus belles photos de l'année. C'est un film qui est assez terrible parce que tu sens dès le début que c'est une famille qui est dysfonctionnelle et qui est notamment un peu sous l'emprise d'un papa bien mascu, bien toxique comme il faut, et d'une mère du coup qui se retrouve un peu sous son emprise quoi, et un peu soumise à lui. C'est un film qui est très fort sur les relations interpersonnelles, sur les regards échangés, enfin on est directement dans une ambiance assez oppressante. Voilà, c'est très très beau et allez le voir. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et une des meilleures intros de l'année, moi je maintiendrai ce truc-là. Je pense que l'intro est Je me rappelle plus de l'intro. une précision, ils sont en train de bouffer. Ah oui, Et tu comprends immédiatement le rôle de chacun, la façon de représenter. Il y a le tonton un peu lourd, il y a le... Ouais, Enfin, c'est pas le tonton, mais c'est c'est les le... deux familles en plus, donc c'est les rapports, la façon quelque part de ne pas représenter les gens de l'île, donc quand même les habitants. Oui, c'est vrai, parce qu'en gros, ils sont servis par presque des esclaves. C'est ça, Du coup, les indigènes. Et c'est comme s'ils fuyaient la caméra quelque part constamment, ou la caméra les fuyait. Enfin, il y a une espèce de jeu avec ça, et puis évidemment, ils vont prendre de plus en plus de place dedans jusqu'à une deuxième moitié qui va leur donner la part à ces gens-là. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien. Hein. Il est rouge. Et ben moi, mais on en a déjà parlé, enfin tu en as déjà parlé, c'est Dodin Bouffant. Voilà. On parle de la truc des Oscars. Non, Dodin Bouffant, qui plus est, a quand même été pas mal snobé pour les Césars. Il est nommé que dans 3 catégories. Ce qui est dommage, parce que effectivement, c'est un film... comme tu le dis, c'est des gens qui n'arrivent pas à parler et qui vont
s'exprimer que à travers la cuisine. Et c'est pour ça que la mise en scène va s'articuler que autour de ces grandes scènes de repas, ces grandes scènes de cuisine. Et effectivement, je pense que c'est un film qui est assez classieux en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que c'est un film qui est poli en fait. Étonnamment, pas que parce que ça décrit un milieu bourgeois, mais parce que justement, comme ce ne sont que des gens qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent exprimer, et ben il y a une espèce de retenue constante et en même temps, enfin une retenue dans ces personnages, et en même temps c'est un film très généreux dans sa manière justement de montrer. De montrer comment ces gens-là se parlent réellement, quoi. Donc je sais pas, je trouve que c'est un film finalement assez complexe, parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à dire des trucs. Donc à partir de là, en fait, on peut en parler longtemps, en fait, de chaque scène. Une première scène aussi très longue, très impressionnante. Et, et voilà, une belle idée de prendre ces deux acteurs-là. Euh, pour le duo principal, tout le monde est bon hein, dans le film, hein, mais effectivement, c'est vrai que c'est le duo qui porte le film et c'est une belle idée d'avoir repris ces gens qui ont été en couple hein, à une certaine époque, qui ont eu un enfant, qui ont une histoire, quoi. Et de les reprendre et qui donnent une espèce de décalage. C'est des gens aussi, ce sont pas des jeunes gens, ils sont clairement pas rajeunis pour leur rôle. Donc ça donne un film finalement assez nostalgique sur une vie, mais sur une vie qu'ils sont en train d'avoir en fait, avec cette femme qui est en train de perdre un peu la vie, qui est en train d'être malade, on ne saura jamais trop de quoi, mais en tout cas voilà, qui est pas sur la bonne voie pour rester en vie, on ne spoilera pas, mais qui donne une espèce de nostalgie sur qu'est-ce qui aurait pu être, qu'est-ce qui pourrait être, et tout ça sur des gens qui sirotent du vin auprès d'une berge avant d'aller choisir des œufs pour je ne sais quoi, voilà. J'ai jamais été autant fasciné par des gens qui font un bouillon. Ah, c'est fou. Oui, alors, je trouve que cette année, étonnamment, bon, on a eu un lot de films relativement violents aussi, mais je me rends compte que quand même dans les films dont on parle, autant toi que moi, je trouve que si ce n'est, enfin, tu en parlais rapidement quand tu parlais d'Aftersun, dans le fait que c'est dur de dire si c'est un film dur ou, enfin, que c'est un film Oui. qui peut avoir une certaine violence parce que c'est un adieu, mais en même temps c'est un film, je sais pas, techniquement parlant, c'est un film de vacances en fait. Hein. Oui. donc c'est un film qui est d'une tendresse folle, et je trouve qu'il y en a eu pas mal de films comme ça. Je trouve que Dodin Bouffant, c'est gracieux le mot que je cherchais, voilà. Je trouve qu'il y a une grâce globalement dans ce film-là, dans la manière dont ils prennent soin de cette cuisine et des plats, etc., mais qu'on voit souvent dans des grands cuisiniers. Hein. Mais c'est un peu la tendresse qu'ils ne veulent pas s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'exprimer en tout cas. Et je trouve que ça donne un film qui est effectivement très tendre en fait, aussi. Et je trouve qu'on en a eu plusieurs. Moi, dans le Spider-Man, ma scène préférée, par exemple, c'est la scène où Gwen se fait un câlin à son père. Oh là là, je chiale. Je trouve que c'est une scène d'une tendresse et d'une intelligence dans ses procédés de mise en scène, de relation, qui est assez brillante. Et je trouve qu'on en a eu pas mal. Moi, j'ai un peu parlé de ça aussi pour le Gondry. On va pas parler ici du règne animal, mais le règne animal a aussi son lot de tendresse et de moments, notamment la fin, qu'on spoilera pas. Je trouve que la fin est un vrai élan de gentillesse. Donc je trouve qu'on a eu pas mal de films assez doudous cette année, moi. 2023, l'année de la tendresse. L'année de la tendresse, l'année de la guerre aussi. Waouh. En 2024, c'est l'année de la pédophilie, hein, mais. Ah. Avec les films qu'on a vus. Ah oui, d'accord, pardon, oui, je me demandais. Quelque chose à nous dire Bah non, mais avec les films qu'on a vus pour l'instant, c'est quand même toujours tourné autour de ça. Mais... Ouais, non, mais après, on a eu un lot de films violents l'année passée aussi, mais c'est vrai qu'étonnamment, dans les films que moi j'ai aimés l'année passée, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses toutes mignonnes, quand même, quoi. Et comme s'il y avait. Parce qu'on vit quand même des années qui sont quand même pas mal violentes, quand même, hein, et des films dont on va parler traitent de cette violence-là. Mais on sent aussi une envie de. Je sais pas, peut-être de s'évader un peu, de revenir vers l'envie de voir les belles et les bonnes choses. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as aussi eu quand tu dézoomes un peu sur 2023? J'ai pas pensé à ça, mais je vois ce que tu veux dire. Et mais en vrai, à chaque fois que tu parles de tendresse, j'imagine d'un côté aussi Farang et des trucs comme ça. Non, mais évidemment, mais tu vois, toi, t'as parlé. Bon, moi, je l'ai pas vu, mais Simple comme Sylvain. Oui. Oui, non, mais qui sont les films dont on parle aussi, tu vois. Non, peut-être que c'est juste nous qui avons besoin de tendresse en ce moment. Peut-être, non, mais même, tu vois, Anatomie d'une chute, bon, qui a son lot de violence aussi. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas un film que je mettrais dans la catégorie tendre, non, en fait. c'est Ouais, pas... non. Non.
Oui, non, oui, non, Bon, enfin, non, mais il y a des scènes de... Il y a juste le sourire de Swan Arlo à la fin qui est d'une tendresse infinie, mais... La relation, moi, je trouve, la relation entre le gamin et Le chien. Je sais pas comment on appelle... Et le chien, oui. Non, et la personne qui est là pour le... Oui, pour le garder, je sais pas comment Alors on je sais appelle plus comment elle ça. s'appelle, mais qui est jouée par Jenny Bess, qui est... Ouais, et je trouve que typiquement cette Ouais, relation-là elle est jolie, est très belle. Et je trouve que ce personnage-là, enfin le gamin est sublime aussi, mais ce personnage-là est extrêmement intéressant et beau aussi, le personnage de la, je sais pas, conseillère. Bah non, c'est pas une je sais pas. La dame qui est là pour aider l'enfant pendant Ouais. le procès, quoi. Ouais. Pour s'occuper de lui. Mais effectivement, je trouve qu'on a quand même eu notre lot de. De tendresse. Ouais, le film de Spielberg est aussi très Oui, ça. tendre. Voilà. C'est quoi le suivant? Meilleur film d'action? Ouais, mais on a le même en fait, je pense. Non, hier tu m'as dit autre chose. Ouais, mais en fait, Oui, je ouais. crois que. Bon. Ouais. On va avoir le même. On le dit en même temps? 3, Allez. 2, 1, Farang. Farang. Waouh. Bon, vas-y. Oui, bah Farang, pas mal surprise. Moi, je connaissais pas du tout Xavier Jeance avant, je l'ai découvert un petit peu plus par la suite. Mais du coup, un élève de Gareth, un des deux Gareth, je sais jamais lequel. Edwards, là, du coup, pour le coup Gareth Edwards. Bon, le mec qui a fait The Raid. Je crois que c'est l'autre. Hein. Evans. Ouais, je crois. Ok, bon, bah. Un des élèves de Gareth Evans, qui avait notamment fait The Raid, qui est un. Pour ce film-là. Parce que sinon, c'est un élève de Besson, Jean. C'est quelqu'un de l'écurie Besson, Oui, ok, de l'équipe EuropaCorp. Ça marche. Et qui nous pond un film. Sans les travers, on espère. Sans les travers de Besson, oui, bien sûr. Ouais. On l'espère. Du coup, qui nous pond un film extrêmement violent sur une histoire de vengeance en Thaïlande. Par un acteur que moi je connaissais pas du tout avant, qui s'appelle Nassim Lies, Ouais. qui crève l'écran. C'est fou. Qui est beau comme un camion. Et il faut que j'arrête d'utiliser ces expressions-là, mais j'aime bien. Bon, tu peux en trouver une autre, et t'alternes, une sur deux. Qui est de toute beauté. Et qui va fracasser des crânes à coups de tatagne, quoi. Pour se venger et retrouver son enfant. Et c'est un film d'une violence incroyable, et qui est surtout la façon dont c'est filmé, en fait, cette violence qui est folle. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti les coups de poing, que j'avais pas ressenti la douleur, vraiment la violence des affrontements de cette façon-là, et je trouve que c'est une maestria à ce niveau-là. C'est vraiment... chaque coup fait mal, et chaque coup est accompagné par la caméra. C'est le montage, la réal... les combats sont d'une nervosité, d'une méchanceté assez folle. Et donc c'est pour ça que c'est le meilleur film d'action de l'année, même devant John Wick 4. Oui, c'est vrai. Ouais, je le mets aussi devant John Wick 4. Je vais faire une... Alors, parce que il se trouve que moi, j'ai revu Farang sans le son, pendant que je montais le précédent épisode de Ciné 20. Donc, je l'ai revu sans le son, bon, du coup, en ziotant, mais bon, voilà. Effectivement, il faut quand même passer au-delà des 40 premières minutes, qui sont pas... le tout début à Paris est pas très joli, et moi, d'ailleurs, je suspecte vraiment, parce que je sais qu'il y a une équipe secondaire Paris, je crois avoir vu dans le générique, et je pense que ça n'a pas été filmé par Jeance, parce que c'est pas très joli. La première scène en prison est très bien, mais tout ce qu'il y a après vraiment dans Paris est pas terrible. Le début, et une fois qu'il arrive en Thaïlande, est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Quand même c'est pas inintéressant non plus, totalement, mais faut passer outre. Moi je suspecte que Jeance avait l'idée d'un moyen métrage de 1 heure où ça tabasse sa mère. Le problème, c'est que le moyen-métrage, c'est très peu... Enfin, c'est aucun... En termes de distribution, malheureusement, ça a très peu d'intérêt. Et bah voilà. Donc, faut passer outre les 40 premières minutes qui sont pas un calvaire. Hein. Voilà, mais par contre, une fois que les 40 premières minutes sont passées, effectivement, tout ce que t'as dit, ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. C'est un tout droit. Et les seuls moments de pause, c'est juste... lui qui est en train de faire des recherches, mais pas des recherches devant un écran, hein. Non, il va dans des villes, il va poser des questions, puis après il fout quelques tatanes à comment on appelle ça, une mamaroma, quoi, enfin une gérante de prostituée. Une maquerelle. Une maquerelle, sauf que du coup les mecs de la sécu le voient, donc il se bat contre 3 mecs de la sécu. Enfin bref, ça s'enchaîne incroyablement bien, et en même temps ça fait que le film fait 1h40, parce que le défaut de John Wick c'est peut-être d'en durer
1 heure de plus aussi, le dernier. Et là, bah, c'est vrai qu'une fois que t'es dedans, ça ne s'arrêtera jamais, ça va être un pic, ça va être tout droit. Et ouais, c'est dément. Il y a un combat qui est un peu le dernier gros combat dans l'ascenseur, Ouais, ce que j'allais dire. qui est Ascenseur. dingue. Mais vraiment, quand je l'ai revu, là... Oh, Je le regardais à moitié, j'avais à la moitié Putain. la main devant les yeux et à moitié je regardais parce que c'est le genre de truc qui est d'une violence inouïe, mais en même temps tu peux pas dévier ton regard tellement c'est fascinant et Ah, c'est magnifiquement réalisé. c'est dingue. 1 contre 3. Et pourtant, casse-gueule, ascenseur. Du coup, on revient à la scène. Moi, je suis à peu près sûr que c'est en studio parce qu'il y a des angles trop impossibles. Mais pourtant, ils respectent. Enfin, ils gardent. Oui, non, tu peux pas tourner en ascenseur. C'est ça, ouais, mais ils respectent le côté immersif, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, tu te dis, oui, bon, cet angle-là, il est impossible. Mais quand tu regardes bien. Sinon, Oui, par contre, dans t'es serré, l'idée, t'es vraiment ouais, collé au c'est ça. personnage. C'est du grand angle, c'est du... Enfin, oui, t'as raison, chaque raccord, on se perd jamais dans l'action. Et puis, comment dire, dans la chorégraphie, dans ce que prennent les corps des personnages, il va très loin. Il va vraiment très loin. Je pense que j'avais pas ressenti ça depuis les promesses de l'ombre et la scène du sauna. Ouais. Ces coups là où tu fais oh putain celui-là j'ai pas envie de me le prendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'irais peut-être pas là-dedans, parce que la scène du sauna dans Les Promesses de l'Ombre, elle est quand même moins... elle est moins chorégraphiée quand même, quoi. En fait, c'est presque pas une scène de combat, en fait, quoi. C'est dans le sauna. C'est pas des gens qui savent vraiment se battre, c'est des gens qui se font du mal. C'est ça, c'est plus essayer de péter les os de l'autre un par un, quoi. Quelque part, la scène du sauna. Alors que là, ça reste une scène de combat chorégraphiée. Non, Farangue, hein. C'est très impressionnant. Et je pense qu'on sera tous les deux d'accord. Je pense qu'on l'a recommandé aussi quand on en avait parlé, mais Cold Skin, le précédent Xavier Jeance, est très bon aussi dans un genre complètement différent. Et le prochain Xavier Jeance, qui se passe pendant les JO de Paris en 2024 avec un requin dans la scène, ça va être trop bien. Ça va être dément. On l'annonce. Et si on n'en parle pas dans le podcast, c'est vraiment qu'on a été déçus. Aimé. Parce que moi j'ai très envie de le voir. Et Jeance est capable, je pense, de s'attaquer à ce genre de sujet parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un respect. J'ai pas envie de dire la série B parce que en fait je crois que j'utilise assez mal ce terme en vérité, mais du genre. Ouais, du genre et du genre grand 8. Du genre voilà, divertissement, on y va, on va à fond dans une certaine idée et voilà quoi. On éclipse certaines complexités de personnages, de caractères pour aller dans l'efficace. Et je pense qu'il est capable de ça. Donc je pense qu'il est parfait en fait tout simplement pour un scénario comme je crois que c'est les Parrains Olympiques pour être plus précis dans son film dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il y a scène dans le titre. Peut-être genre sous la scène un truc ouais, comme un ça. truc comme ça. Prochain truc. Oui, alors la meilleure surprise. Je me rends compte que l'ordre est complètement arbitraire. Ah non, c'est vraiment j'ai écrit le truc comme ça me venait dans ma tête et toi t'as rajouté après, mais du coup on n'a pas trop ordonné. Ok, bon c'est pas grave, vas-y, meilleure surprise. Meilleure surprise. Moi j'hésite entre deux, mais je voulais dire les deux, mais je vais en parler que d'un. Moi dans mes surprises il y avait Nimona et comment ça s'appelle déjà, et Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et je pense que je vais plus vous parler de Donjons et Dragons, qui du coup est une licence qui a pondu que des films de merde depuis les années 80-90 et là nous fait pas un buddy movie mais un film de bande mais trop bien, enfin qui est à la fois drôle, à la fois l'action est trop stylée, il y a du budget, l'univers est cohérent et très bien montré à la caméra. C'est vraiment une sorte de Gardien de la Galaxie, mais dans du médiéval fantastique. Et ça marche trop bien. Il y a vraiment, du coup, c'est avec Chris Pine qui joue un peu le rôle principal. Il y a Michelle Rodriguez qui joue la barbare, un peu comme dans tous ses rôles, hein, finalement, Michelle Rodriguez. Voilà, je connais pas trop les autres acteurs. Si, il y a Hugh Grant qui joue un peu Bien sûr. le traître. Dans le traître, hein, oui. Ouais. Et parce que je l'ai vu depuis, tu en avais parlé tout seul. Oui. Mais depuis, je l'ai vu. Et je trouve ça super aussi, voilà. Non, donc voilà, ouais, c'est vraiment un super film très drôle, très divertissant. C'est vraiment du divertissement, c'est du blockbuster américain classique, mais super bien fait. Et bah voilà, et il y a des scènes d'action vraiment topissimes, notamment une scène
où il y a un des personnages qui peut se transformer en animal, en animaux, et qui va le faire, et dans une sorte de faux plan séquence, va le faire plein de fois pour s'échapper à une sorcière. Et bordel, cette scène, elle claque sa mère. Et ouais, globalement, toutes les scènes d'action sont trop bien, même les scènes entre personnages où ils sont juste en train de discuter. Il y a vraiment une alchimie dans ce groupe. Je pense que c'est ça la force du film, en vérité. Et Chris Pine, qui n'est pas un très grand acteur, faut se le dire, même s'il il est très très beau. Oui, il est charmant. Ouais, mais là, il a un rôle à son pied, quoi. C'est ça, ils l'ont bien casté. Ça le rend pas meilleur acteur. Il joue le rôle du mec charismatique, mais un peu concon et un peu insolent, et on a envie de lui mettre des baffes de temps en temps, quoi. Et ça marche trop bien. Il y a René Jean Page, qui est le beau gosse de Bridgerton, qui ne sait pas jouer non plus. Mais du coup, il joue quelqu'un qui ne joue pas, en fait. Qui est cheaté, en fait. Oui, voilà, il joue cheaté à mort. Il joue un paladin de niveau 20, alors que les autres sont de niveau 5, quoi. Vraiment, en des termes de Donjons et Dragons. Ça, on peut le dire, c'est un film qui ne brise pas le quatrième mur, qui fait pas des blagues à la con tout le temps. C'est-à-dire qu'il choisit quand faire de l'humour, il choisit quand faire de l'action, quand parfois mixer agréablement les deux, quand faire de l'émotion. Et justement, c'est pas un film, moi qui n'ai jamais joué de ma vie à Donjons et Dragons, à aucun moment j'ai eu l'impression de ne pas avoir la ref. Ouais. Et ça, alors qu'il y en a plein des refs. Il y en a sûrement plein, mais où ça reste de l'ordre du clin d'œil, et pas du clin d'œil à t'en faire péter la rétine, quoi. Tu l'as eu. Non, là tu te dis, oui, bah juste le mec est cheaté, il est trop fort. Mais je veux dire, même ma mère, je sais pas, je sais qu'elle écoute, mais je pense qu'elle verrait ce personnage-là, ça la ferait marrer quand même. Je sais pas si elle a déjà touché un jeu vidéo de sa vie. Alors, un truc de Donjons et Dragons, un jeu de plateau comme Donjons et Dragons, je pense encore moins. Et pourtant, je pense que ça la ferait marrer, parce que la vanne réside dans le fait que ce personnage est surpuissant, que ça le rend énervant, que ça le rend jaloux Chris Pine, pardon. Donc la vanne marche dans tous les cas, en fait. La vanne n'est pas sacrifiée sur l'autel des pauvres geeks de merde qu'on trouve sur Twitter, qui vont faire monter le film. Et non, ça parle à tout le monde, quoi, et c'est universel. Et ceux qui auront la ref, ça leur fera 2 fois plus plaisir, quoi. Et pour moi, le meilleur hommage qu'ils font à Donjons et Dragons, c'est de recréer une dynamique de groupe comme il y a autour d'une table de Donjons et Dragons, on va élaborer un plan entre nous. Forcément, le plan marche pas parce que quelqu'un fait un dé de merde, et bon, là, du coup, il y a pas les dés, mais il y a un truc qui se passe... le miroir qui tombe sur le sol. Oui, voilà, il y a un truc qui se passe pas bien, du coup, ils sont en mode, vas-y, plan B. Et enfin, c'est que des trucs comme ça, et je trouve que la dynamique d'une table de Donjons et Dragons est très bien représentée dans ce film. Et c'est la meilleure chose qu'on pouvait attendre d'un film Donjons et Dragons, plus que de mettre des références qui ne parleront qu'aux geeks. Voilà. Et je vais ajouter, j'aime bien que ces derniers temps, bon, j'en ai parlé pour Pauvre Créature, c'est pas tout à fait la même chose, mais un retour aussi du kitsch en tant qu'esthétique, d'assumer le kitsch. Ouais. Et parce que par exemple, on peut dire que Donjons et Dragons n'est pas un film parfait en termes d'effets spéciaux, par exemple. Par contre, ça m'a pas dérangé à aucun moment. Moi non plus, parce qu'en fait, c'est toujours, par exemple, le plan séquence dont tu parlais, où il se transforme en plein d'animaux et tout ça, c'est pas parfait. Mais comme c'est toujours au service d'une idée et d'un mouvement, de quelque chose de ludique, c'est pas gênant en fait. Alors que ce qui est gênant, c'est quand t'as quelque chose d'extrêmement plat, d'extrêmement inintéressant, Marvel pour ne pas les citer, et qu'en plus de ça, l'effet est dégueu. Donc là, tu te dis, bon là, il y a rien qui va, quoi. Alors que là, tu te dis, bon, peut-être que l'effet était un peu trop ambitieux, mais en même temps, c'est fun. Donc bon, comme l'idée est là, bon bah let's go, quoi. C'est pas grave, c'est moins gênant en fait. Et puis les effets spéciaux, attention, c'est pas honteux non plus, hein. Ah non, franchement c'est beau, hein. Moi j'ai eu aucun problème avec les effets spéciaux. Oui. Et je pense que Hugh Grant, qui a passé toute sa jeunesse à jouer les rôles de jeune premier beau gosse dans les comédies romantiques, là maintenant qu'il est plus vieux, il se fait plaisir de fou. Il est super dans Gentleman's de Guy Ritchie. Il joue souvent des rôles de méchants un peu sournois en ce moment, et je trouve que ça lui va trop bien. Et je pense que c'est un acteur qui se fait beaucoup plus plaisir en ce moment que... C'est un Anglais, oui, il dégage... il dégage l'Angleterre, ouais. Et toi, c'est quoi ta surprise, ton Hals d'or de la meilleure surprise? Moi, en plus, on est un peu dans l'actu, parce que pour nous, bientôt, peut-être après pour vous, il y a le festival de Clermont-Ferrand, dont on rappelle qu'il s'est fait sucrer la moitié de ses subventions par notre cher... j'ai oublié son nom. Macron ? Non, pas Macron. Non, bon, c'est pas grave. Un gros con de droite qui était présent aux dernières élections. Et qui est un festival donc de court-métrage. Le plus grand festival de court-métrage
du monde, qui est un peu l'équivalent d'un Cannes mais du court-métrage, qui est pour moi peut-être le meilleur festival de cinéma auquel j'ai été d'ailleurs. C'est un bonheur d'aller là-bas. Et oui, ils ont fait monter des gens de la CGT sur scène lors de l'ouverture. Ça n'a pas dû faire vraiment plaisir à Vauquier, j'ai retrouvé son nom. Voilà, donc ça n'a pas dû lui faire très plaisir hein, derrière tout ça, mais ce qui prouve que c'est aussi un festival sait pourquoi il existe et qui sait à qui il doit des comptes, c'est-à-dire aux gens. Le court-métrage dont je vais vous parler est autrichien, mesdames et messieurs, comme ça vous pourrez vous la péter en société, de Kalman Nagy, Nagy. C'est un drame, 22 minutes. Ça raconte quoi ? Un père a un fils, jusque-là tout va bien, et en fait son enfant, qui doit avoir autour de 11-12 ans, lui dit qu'un autre enfant le tape. Donc le père se dit, on va régler ça avec le papa de cet autre enfant, et le court-métrage ne repose que sur la confrontation entre les deux pères. Et on va comprendre que l'autre père n'est pas quelqu'un de recommandable, réceptif. Moi, je trouve que dans la mise en scène, on a rapidement parlé l'année dernière, mais pour moi, le plus grand cinéaste actuel, c'est Sorogoyen, et je retrouve beaucoup de Sorogoyen dans ce court-métrage. Pour ceux qui ont vu Asbestas, je retrouve la même tension que la scène où... La cuisine ? Hein ? La cuisine ? Pas la cuisine, non. Non, parce que la cuisine, c'est une tension la cave. La cave du bar, quoi. Ouais, le bar, lorsque Denis Laménoche, dit aux frères, au pluriel, aux frères, venez, on parle. Ouais. Et voilà, et c'est une espèce de plan séquence, mais où la caméra, en 10 minutes, doit avancer d'à peu près 1 mètre. Je retrouve cette tension-là, mais condensée, ce qui lui donne une autre force, ce qui donne aussi un autre pouvoir à l'imaginaire, quand bien le film est assez concret, quand même, dans ce qu'il va reprocher à tel ou tel personnage. C'est extrêmement impressionnant de maîtrise. Le côté court-métrage, justement, permet aussi une immersion et peut-être quelque chose d'encore plus angoissant du fait qu'on n'aura ni les tenants et aboutissants. Et voilà, je pense que c'est un film extraordinaire. C'est un film qui est dans mon top 10. Et je recommande, alors, le problème des courts-métrages, où est-ce que vous pouvez le voir ? J'en sais foutre rien. Je me permets parce que j'en parlerai pas dans d'autres... je parlerai pas d'autres courts-métrages ici. Un des courts-métrages de fiction qui est nommé au César s'appelle Les Silencieux. J'ai oublié le nom du réalisateur, par contre je sais que c'est produit par les Films de l'Heure Bleue. Le film est disponible il est disponible sur Canal, mais je crois qu'il est aussi disponible sur France Télévisions, c'est-à-dire gratuitement. Mais comme tous les films qui sont nommés au César, Les Silencieux est un film extraordinaire également, sur des gens qui font de la pêche, mais qui ont du mal à s'en sortir. Donc ils vont aller dans des eaux illégales pour pêcher, pour récupérer, tout simplement pour pouvoir vivre et pouvoir un peu payer leur loyer. Le problème, c'est qu'ils vont trouver un cadavre dans les poissons. Et toute la question va être, que font-ils de ça ? Parce que s'ils se dénoncent, ils sont dans des eaux illégales, donc ils vont se faire couiller, etc. Enfin bref, c'est tout un rapport entre plein de personnages là. J'en profite pour faire une passe sur celui-là, parce que lui, je sais qu'il est visible, Les Silencieux. Et voilà, de l'autre côté de la rue, l'autre court-métrage dont je viens de parler, qui est voilà, un des films de tension les plus incroyables que vous auriez pu voir l'année passée. Voilà, c'est ça ma surprise. Ok, trop bien. Du coup, meilleur film d'animation. Ouais. Du coup, moi, mon film préféré, c'est un film d'animation, mais du coup, je vais pas parler de lui. Moi, je vais vous parler de Mars Express de Jérémy Perrin, qui est son premier long, enfin son premier film, qui, du coup, moi, j'avais déjà dit avant, moi, je le connais depuis l'époque Last Man, et du coup, moi, ça fait pas mal d'années que j'attendais Mars Express, donc j'avais beaucoup d'attentes. Je n'ai pas été déçu. C'est un film vraiment de ce qu'on appelle la hard SF, du coup une SF très portée sur la technologie, ce que va devenir l'humanité dans le futur, et c'est un film noir un peu à la Blade Runner, à la film noir de SF, avec une détective privée qui va enquêter sur la disparition de 2 jeunes étudiantes, avec son pote son collègue qui est un cyborg, qui est un robot avec l'esprit d'un humain à l'intérieur. Et voilà, c'est un film qui va qui va être très cool juste pour son côté enquête, et pour son côté aussi action, parce qu'il va y en avoir,
C'est aussi un film qui va être très cool tout pour son propos sur la robotique. Et mine de rien, c'est compliqué d'avoir un propos intéressant sur la robotique en 2024 parce qu'il y a un siècle de littérature et de... Ouais, puis Blade Runner existe en fait, hein, donc à partir de là... Mais pas que, il y a Asimov qui est passé avant, il y a... Enfin, voilà. Oui, mais au cinéma, voilà, un Blade Runner, d'ailleurs, on ne fait que copier Blade Runner en vérité. Bah pour les robots, Asimov, les lois de la robotique par exemple, d'ailleurs ils en parlent des lois de la robotique dans ce film-là, le fait que... oui voilà, il y en a 3 des lois, c'est... la première c'est ne peut pas tuer un humain, la deuxième c'est doit obéir à un humain, et ne peut pas se tuer lui-même, je crois. Je crois que c'est ça. Possible, ouais. Et chacune, enfin la deuxième et la troisième règle ne doivent pas outrepasser les 2 premières ou un truc comme ça. Donc il y a un peu ces mêmes lois de la robotique là dans ce monde-là. Et c'est vraiment un film topi top, que ce soit au niveau de l'animation, il a jamais eu autant de budget, hein, parce que Last Man c'est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi une série, hein, pour ceux qui oui, pardon, c'est une série. Série d'animation, mais tu sentais que c'était ultra intéressant, mais tu sentais qu'il y avait beaucoup moins de budget que ce qu'il a là. Il arrive à faire un travail à la fois sur la 3D et sur la 2D qui est... c'est un film en 2D, mais certains éléments sont représentés en 3D, notamment les robots, et ça va aussi avoir un propos pour le film. Donc ouais, voilà. Moi, Mars Express, c'est une petite pépite de cette année, et c'est un film qui n'a pas du tout marché, et qui... compliqué l'animation française, ouais. Ouais, et ça n'a pas non plus été une catastrophe, hein. Non, et c'est triste parce que c'est vraiment une petite pépite, et si vous avez moyen de vous le procurer quelque part, ne le téléchargez pas, payez vos 4€ sur Univers Ciné, ouais. et regardez-le, ça fera du bien à l'animation française, et surtout là c'est un film juste au-delà geek, dans le vrai sens du terme. Ouais, et puis pas connard de Twitter, geek pour de vrai. Et puis cool, et puis il est cool, il est fun. Non, franchement, regardez-le, c'est vraiment très très bien. Bah ouais. Bah oui, c'est ça. Moi, pour moi, ce film-là pourrait plaire à tellement. Je me plains beaucoup dans ce. J'ai envie là. C'est un hors-série, voilà. Plions-nous. Donc tous les fils de pute qui. Wow. Non, mais parce que on vit dans une époque tellement cynique, je trouve, en termes de divertissement, notamment américain évidemment. Mais du coup, dans ce qui est encore ultra populaire, ne serait-ce qu'en France, on est quand même dans un truc très cynique, très où on caresse la nostalgie des gens et tout ça. Ici, on a un vrai univers d'un mec qui est réellement geek, qui a réellement joué à des jeux vidéo, et pas juste quelqu'un où on sent qu'il coche des cases. On sent que c'est des choses qui ont été faites naturellement, et qui, en plus de ça, voilà, le mec prend ses références, en fait un melting pot et crée quelque chose de nouveau. En vérité, c'est tout ce qu'on demande. Donc, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et en vérité, j'ai dit Farang, meilleur film d'action de l'année. Pour moi, c'est peut-être Mars Express, le meilleur film d'action de l'année, en vérité. Mais bon, voilà, comme ça, on parle de plein de trucs différents. Mais je pense que c'est un film qui est vraiment admirable et effectivement, que je recommande vraiment à peu près, pour y dire tout le monde, mais toute personne entre 20 et 50 ans. Je pense que par rapport à même ceux à avec partir quoi de on a 15 grandi, ans, hein, les geeks de 15 ans, ou je les suis sûr geeks de qu'ils vont 15 ans, kiffer, ouais. hein. Ouais. Ceux avec quoi on a grandi et tout ça, je pense que c'est vraiment un film qui est d'une générosité, en plus d'être intelligent, qui vaut le détour. Voilà. Moi, mon film d'animation préféré, c'est Marcel le coquillage et ses chaussures de Dean Fleischer Camp. Ouais. Quand on parlait de films tendres, doudou, mignons, Oh là là. bah là on est à fond dedans. On rappelle un petit coquillage qui vit dans une maison où un type qui, on comprend, vient de se faire larguer arrive, et ce type veut faire un documentaire sur ce petit coquillage qui donc a la parole, un œil et des chaussures. Et voilà, donc c'est peut-être l'une des choses les plus mignonnes que vous verrez cette année, que vous auriez vu l'année passée. C'est un film qui a fait une petite carrière en festival. Et voilà, c'est d'une intelligence, on le met dans... Alors, en vérité, animation, c'est un peu triché parce que... Est-ce que c'est vraiment un film d'animation ou quoi? J'en sais rien. De toute façon, pour moi, c'est l'une des forces du film, c'est que je ne sais jamais quelle technique il utilise en règle générale. Mais... Ouais, mais en même temps, c'est pendant des mouvements de caméra qui font très amateurs et tout ça. Donc en vérité, moi je trouve que techniquement, c'est un des films les plus impressionnants de l'année. Alors que pourtant, je pense que c'est pas un film qui a un budget... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr que c'est pas un film qui a un budget extraordinaire. Je crois que c'est un premier long d'ailleurs. Et c'est un premier long. Et voilà, donc c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement tendre, hein, sous couvert de naïveté de son personnage principal.
C'est aussi un film qui parle des non-dits de la personne qui filme. Enfin, encore une fois, c'est un documentaire, donc voilà, en vérité, c'est une fiction. Mais voilà, la naïveté de son personnage qui permet de mettre en avant les non-dits du caméraman et tout ça, c'est très joli. J'ai pas énormément de choses à en dire parce que je sais pas, voilà, c'est un film qui est juste touchant, qui est juste beau, qui fait que caresser ta petite corde sensible tout du long, qui doit être assez court aussi, je me rappelle pas, mais qui dit ce qu'il a à dire et voilà, qui fait énormément pleurer aussi. Je l'ai revu là, je l'ai revu pour les vacances et la chialade. Hein. Ah bah, la grand-mère. Ah bah tout. Oui. Mais oui, la grand-mère, grosse chialade. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est du coup Dean Fisher-Camp et Jenny Slate qui fait la voix de Marcel. En fait, ils ont créé ce personnage-là il y a genre 12 ans, un truc comme ça. Ils ont fait un triptyque de courts-métrages et ils en ont fait un livre après. Et en fait, ils étaient en couple à l'époque. Et du coup, ils le sont plus. Du coup, finalement, en fait, ils se sont réunis pour faire ce film presque un peu pour parler de leur rupture à eux. Et ça, je le savais pas à l'époque où j'avais vu le film. Et je l'ai appris que récemment, qu'ils sont plus ensemble. Et du coup, je trouve que c'est encore plus beau le fait que ces deux personnes-là travaillent sur un film ensemble. Parce que du coup, Jenny Slate est aussi à l'écriture. Enfin, c'est eux c'est un duo plus qu'un seul réal. Et du coup, je trouve ça encore plus beau le fait que ils aient fait ce truc-là à deux pour parler d'eux, en fait, peut-être pour exorciser quelque chose, peut-être pour raconter quelque chose qui s'était pas dit à l'époque. Mais je trouve ça vraiment magnifique la façon dont ils arrivent à parler de leur personnage et à créer quelque chose de magnifique. Alors que c'est deux personnes qui se sont séparées, ouais, c'est assez incroyable. Ouais, ils se racontent, on y revient. Hein. Les gens qui arrivent à se raconter et à rendre le truc universel, ouais. C'est quand même une grande force. Catégorie suivante. Hein, après, c'est le meilleur docu. Bon, là, je pense qu'on va être raccord aussi. Ouais. De toute façon, j'en ai vu que 2 cette année, hein, donc... Et les deux étaient cool. Moi, il y a beaucoup de courts-métrages documentaires que j'ai vus qui sont très bons, effectivement. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu en parler, mais j'ai oublié leur nom, j'ai pas été les chercher. Donc, allez, 3, 2, 1, toute la beauté, le sang versé. De Laura Poitras, qui est une cinéaste extraordinaire. Moi, j'avais déjà dû le recommander, mais moi, j'ai toujours pas vu Season 4, par exemple. Season 4, bah voilà, Season 4, c'est merveilleux. Sur Edward Snowden. Non, du coup, Toute la beauté, le sang versé, qui est un docu à la fois sur la vie de Nan Goldin, qui est du coup grande photographe du New York underground des années 80, et de toute la communauté queer, toutes les personnes qui ne sont pas représentées. Aujourd'hui, on appelle les LGBTQ+. Oui, voilà. Donc il y a aussi les trans. Mais à une époque où ce terme n'était même pas encore envisageable. C'était une grande photographe aussi de l'ère SIDA, pour montrer des gens qui n'étaient pas montrés à la télé, de montrer les gens qui souffraient. Donc voilà, c'est une grande photographe de cette époque-là. Donc c'est à la fois c'est un triple documentaire. C'est un documentaire à la fois sur sa vie depuis son enfance, c'est un documentaire sur son travail, et c'est un documentaire surtout sur son combat actuel, ou en tout cas dans les années 2010. Contre la famille Sackler, qui est une des grandes familles qui a commercialisé le plus d'opioïdes, notamment l'Oxycontin, dont on parle dans le film. Qui continue aujourd'hui de faire des ravages aux États-Unis. Et vous avez sûrement entendu parler de la crise des opioïdes aux États-Unis, surtout qu'il y a beaucoup de médias qui en parlent en ce moment, beaucoup de films, beaucoup de séries. Et donc voilà, c'est une vraie crise qui a tué maintenant, je crois, plus d'1 million de personnes. Qui en fait on donnait des antidouleurs qui étaient des opioïdes à des gens vraiment comme antidouleurs, et en fait ça créait des très très fortes dépendances dès les premières utilisations, et du coup quand ils arrêtaient ces prises d'opioïdes, en fait ils devaient continuer par autre chose, donc souvent de l'héroïne, de l'opium, de tout ce que vous voulez. Et donc en fait ça a tué beaucoup de gens, soit par overdose, soit par suicide, soit ou d'autres manières, mais voilà, c'est vraiment une très grave crise qu'il y a eu aux États-Unis. Et Nan Goldin a été sous Oxycontin, elle a été du coup dépendante à l'Oxycontin et aux opioïdes, et elle a rejoint un groupe de parole qui parle de ça, et ils ont créé une association pour lutter contre la famille Sackler, et notamment en faisant des interventions dans les musées
parce que la famille Sackler donne beaucoup d'argent aux grands musées nationaux, donc que ce soit le Guggenheim, le MoMA, le Met et Le Louvre. et le Louvre. Et donc voilà, c'est une famille qui se rachète une conscience en donnant de l'argent au musée. Bah, c'est même pas se racheter une conscience, c'est du comment on C'est du appelle soft ça, power, c'est du soft power, et c'est aussi tout simplement du j'ai oublié, mais tu sais, quand tout simplement c'est enlever de tes impôts aussi et de Ah tout oui, ça. ouais. Du mécénat, putain, j'y suis arrivé, voilà. Et donc voilà, c'est un documentaire qui est ultra fort, ultra... Là pour le coup, c'est pas mignon. Ah non, c'est bah, déjà moi c'est vraiment une artiste, c'est une photographe que j'apprécie énormément. Je trouve son travail, c'est un travail qui a une intimité qui se dégage de lui, parce qu'en fait elle s'est beaucoup photographier elle et beaucoup photographier ses amis. Donc voilà, c'est un travail qui est magnifique. Regardez un peu Nan Goldin et bordel, ouais, toute sa vie en fait est une vie assez tragique finalement. En fait, très lié à l'autodestruction en fait en règle générale quoi. Et je pense que c'est ça la force du film d'ailleurs, c'est de montrer cette logique de parler d'autodestruction, même les photos qu'elle montrent de l'autodestruction. Puis elle est tombée Et- sur des mauvaises personnes, c'est ça. sur des mauvais hommes. Et je pense que c'est ça la force, c'est de montrer qu'aussi comment c'est quelqu'un qui s'est reconstruit grâce à ça. Et effectivement, pourquoi aujourd'hui en tant qu'artiste, son parcours militant n'est qu'une suite logique Ouais. de tout ça. Et c'est ça que le film montre. Et c'est pour ça qu'il est un peu, pas hybride en vérité, mais c'est que c'est à la fois un portrait et en même temps, c'est une espèce de double portrait en fait quoi. C'est presque le portrait de la Nam Goldin d'avant et de la Nam Goldin Nan. pas du tout. C'est Nan. Ouais, ouais. Nan Goldin. Nan Goldin d'aujourd'hui et celle d'avant quoi. C'est presque un double portrait à ce niveau-là. Voilà. Moi, c'est une petite merveille et franchement, si vous pouvez le voir, si vous avez, faut être attaché parce que c'est un peu fort. Vous allez chialer. Il est un peu long aussi, non? Ça Peut-être. doit faire 2 heures et quelques, hein. Ouais. Ouais. Mais si vous avez le courage d'aller le voir, c'est une merveille. Vous serez pas déçus. Ouais, c'est ça. Et c'est une merveille de narration. Oui, non, c'est un film terriblement intelligent et qui plus est, ça s'arrêtait au bon moment aussi. Parce que ça doit pas être évident quand tu fais le portrait de quelqu'un, notamment qui est en lutte pour quelque chose, de réussir à s'arrêter au bon moment, en fait, simplement. Et je trouve que c'est un film qui a une espèce de vraie fin, bah, qui est liée à la réalité, hein, mais en même temps, il faut savoir la capturer. Donc voilà. Et très hâte de voir le prochain, Il y a Laura une scène Poitras. de Skype qui est terrible. Ah oui, ouais. Oui, c'est un film où on peut pleurer. Mm. C'est un film qui fait mal. Bon, voilà. Bah du coup, meilleur premier film. Walou. Mais les Owens et Halsdor du meilleur premier film. Bah du coup, je continue. Vas-y. Alors moi, mon meilleur premier film, ça va être Past Lives. Mais du coup, j'en ai parlé il y a pas si longtemps, hein, mais du coup, Past Lives, la vie d'une jeune. Bah, attends, je crois que j'en ai parlé au dernier épisode en fait. Ouais, faut aller vite, hein, Moi, sur je le vais aller résumé, vite. là. Bon, vous connaissez l'histoire, j'en ai parlé au dernier épisode. C'est la vie d'une Coréenne qui émigre aux États-Unis. Qui arrive aux États-Unis, son amoureux qu'elle avait en primaire vient lui rendre visite 20 ans après. Voilà. C'est ça. Et bah, c'est magnifique. La réalisation est topissime. Premier film, hein, du coup. Bon, en même temps, c'est dans la catégorie, je suis con. Mais, Oui, c'est vrai que c'est le principe, ouais. c'est le principe, sinon j'en parlerai pas. Et voilà, qu'il y a beaucoup de points communs. J'en parlais la dernière fois avec Charlotte Wells, avec Aftersun, dans ce côté très presque autobiographique, ou en tout cas qui s'inspire de l'enfance et de la jeunesse de la réalisatrice. Et qui est d'une beauté, d'une intelligence et d'une subtilité dans les relations interpersonnages et dans les dialogues, dans les échanges de regards, dans la caméra qui va des fois mettre de côté le mari, des fois pas. Enfin, je trouve que c'est un film d'une subtilité et d'une intelligence assez folle. Voilà. Et encore une fois, les deux acteurs sont beaux comme des camions. Ils sont magnifiques. C'est vrai. Et c'est un film qui est aussi le... Oh, t'es prêt pour une phrase de connard? Ouais, vas-y. Qui est aussi le flux d'un souvenir. Waouh, le flux d'un Mais en même temps, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ouais. Ouais, ok. Ouais, Oui, parce qu'en fait, j'ai peur des fois d'être incompréhensible. Minora, elle projette sur cet homme-là un souvenir qui est d'une gamine de 10 ans. Oui, puis le flux du film, son rythme en fait, il y a quelque chose de très...
sais, qui est assez insaisissable. Enfin, c'était aussi le parallèle que moi je faisais avec Aftersun, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose, ce temps-là c'est cool et on peut un peu rien y faire, quoi. Bon, c'est le principe du temps, mais je trouve que elle arrive à attraper cette idée. Bah oui, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait, quoi, ou qui n'existe plus, ou qui, enfin, je trouve qu'elle arrive à attraper le flux du souvenir, voilà, décortiquer ça, analysez-moi, foutez ça dans vos dissertes. Oh là là, quel connard. Ouais. Je suis le meilleur. J'ai envie de parler de moi, je peux? Allez, autosuce-toi. T'as fini? Moi j'ai rien d'autre à... c'est vrai qu'on en a parlé très récemment. Mais j'en ai vraiment parlé il y a une semaine. C'est ça, on en a vraiment parlé récemment, donc c'est aussi pour ça. Moi, mon préféré premier film, alors en vérité, c'est peut-être pas... Parce que je pense que... mes 2 premiers films préférés, c'est Past Lives et Aftersun, mais bon, on essaye de varier un petit peu. À part évidence, des films comme Farang, typiquement, qui est une évidence pour le film d'action. Enfin, pour nous, en tout cas. Moi, j'ai envie de reparler de Vincent doit mourir, de Stéphane... Oui, c'était cool, ça. Et oui, de Stéphane Castan, qui a un premier long métrage pour le coup, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait pas mal de courts métrages avant, et qui, je trouve, dans ma tête en tout cas, a vraiment bien vieilli. Il a pris une petite place quand même il avait déjà une place dans mon cœur, mais j'avais un peu peur dans les défauts que j'avais énoncés, un certain rapport à ses propres règles, hein, qui parfois peuvent être bafouées, ce qui sur le papier ne dérange pas trop, mais qui effectivement aurait pu amener d'autres idées de narration. Je refais un petit pitch rapidement. Un mec a une maladie qui peut être commune avec d'autres personnes, qui est que quand tu croises le regard de quelqu'un d'autre, cette personne a envie de te déglinguer la gueule jusqu'à la mort. Et voilà, on va suivre comment une personne va vivre ça, Karim Leclou, comment il va vivre ça, comment il va réussir ou pas à avoir une vie amoureuse, enfin en tout cas une relation amoureuse, et avec son père également. Et je trouve que c'est un film, que je trouve qu'il vieillit bien, parce qu'étonnamment, qui a ce pouvoir d'être très actuel, en tout cas je trouve dans le rapport à la violence qu'on a aujourd'hui, et qui arrive vraiment à prendre le pouls d'une certaine société française, mais pas que, occidentale. Je retiens quand même des vrais moments de mise en scène, quand même, alors pour le coup, de la violence. Il y a des scènes tendres dans le film, mais en vérité, je trouve qu'elles sont quand même toujours accompagnées d'une certaine peur, hein, quand même, d'une certaine angoisse, que la violence surgisse de n'importe où. Et encore une fois, je trouve que le film le capte extrêmement bien. C'est beaucoup dû aux acteurs. Bon, Karim Leclou, je trouve qu'il est vraiment parfait dans le rôle. De toute manière, c'est un très bon acteur, mais je trouve que au-delà de ça, des fois, il y a des bons acteurs, mais qui sont peut-être pas castés pour les bons rôles. C'est Clapiche qu'on parlait dans le dernier Un bon moment. Voilà, une petite pub pour un podcast concurrent. Non, mais en plus, c'est un podcast que je suis plus trop, moi, mais quand j'ai vu que Clapiche était l'invité du dernier, j'ai regardé. Parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. Et il en parlait, en fait, de cette notion de, des fois, il y a des acteurs incroyables, mais qui sont peut-être pas parfaits pour ce rôle-là. Et je trouve que Leclou, dans ce rôle-là, à contrario, est extrêmement bien casté. Et l'actrice qui est... Vima Laponce. Et quelque part, je trouve encore mieux casté, parce que je maintiendrai que son personnage n'a pas une écriture qui est extrêmement intéressante. Sur le papier, je pense que c'est même assez désastreux. Mais de fait, à l'écran, ça me pose pas de problème, parce que je trouve qu'elle arrive à totalement sauver les meubles là-dessus. Et au point où, en vrai, je dis sauver les meubles, parce que là, on analyse un peu, mais pour moi, on n'est même plus là-dedans. C'est que son personnage est bon grâce à elle. Donc en fait, à l'écran, j'ai pas de problème avec ce personnage-là. Et voilà. Donc je trouve que c'est un film, pour un premier film, qui mixe énormément de choses, au point où effectivement je trouve que c'est dur de lui donner un genre. Oui, c'est un film qui évolue beaucoup aussi, au fil de la narration. Et qui se sert de cette évolution déjà pour jamais te faire chier, toujours se renouveler. Là où sur le papier, ce ne sont que des idées de court-métrage où tu te dis putain, sur 1h20, 1h30, 1h40, je sais pas combien de temps il dure, ça va être trop long. Bah non, c'est pas vrai. Il arrive toujours à se renouveler. Et voilà, je trouve que c'est un film d'une versatilité et d'une liberté assez folle. Voilà, c'est quand même un des films que je retiens de cette année 2023. Sauf si t'as d'autres choses à dire sur... Non, moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi c'est pas forcément le film, on va dire, de genre qui m'a le plus marqué cette année, mais j'ai vraiment apprécié ce côté-là, en fait, ce côté d'évolution, et au début tu dis ah bah oui, c'est tel type de... ça va être ce genre-là.
Et après, t'as une deuxième partie où ça change un peu radicalement. T'as une troisième partie où c'est encore autre chose. Et il va y avoir des nouvelles règles qui vont s'appliquer à cette maladie au fil du temps. Et ouais, non, je trouve que à ce niveau-là, c'est malin en fait d'avoir fait ça. Mais ouais, ça marche trop bien. Et j'ai pas ressenti les faiblesses de personnages. Enfin, les faiblesses d'écriture, je veux dire, sur. Bah, pour moi, on les ressent pas grâce à Oui, peut-être. Film à la ponce, en fait. Tout simplement. Ce qui fait qu'effectivement, je dis même pas ça comme un défaut, en fait. Hein. Je dis plutôt ça comme une qualité, du coup, de fait d'avoir réussi à caster une actrice qui avait les. J'ai pas envie de dire les capacités, mais la personnalité pour pallier à ça et faire que ce soit même pas un défaut au final, ouais. De toute façon, pour toi, le meilleur film de genre, c'est Mars Express, de toute manière, cette année. Oui, ouais. Anatomie, c'est un film de genre ou pas? Procès? C'est pas vraiment un film de procès. Ouais, moi je mettrais pas ça comme Ouais, moi film non plus. de genre. Du coup, les meilleures actrices et acteurs. Ouais, bon là, moi, c'est la truc, on l'a laissé pour toi, parce que moi, je m'en fous un peu. Donc je peux aller vite, hein, comme ça permet de parler d'un film dont on n'a pas parlé cette année. Enfin, de toute façon, moi, que j'ai vu à rebours, et qui est pas un film que je trouve très intéressant à parler, qui est Barbie. Mais je vais parler que de ça, parce que pour moi, c'est la seule performance d'acteur de... Alors, on peut parler de plein d'acteurs et actrices extraordinaires de cette année. Oui, Sandra Hüller d'Anatomie, je trouve qu'elle est extraordinaire, mais dans le côté... Oh bah en vrai, en actrice de l'année, moi je pourrais presque dire Vima Laponce, tiens, pour Vincent doit mourir. Justement, pour ce côté, je pense qu'à part elle, il n'y aurait pas grand monde qui aurait pu... Ok. Pourtant, il y a plein d'acteurs et actrices qui sont extraordinaires, hein, encore une fois. Mais, allez, bah voilà. Tout ce que j'ai dit sur Vima Laponce, du coup, je le mets dans meilleure actrice pour cette idée de personnalité, et pas juste de quelqu'un d'extrêmement talentueux dans son métier, mais vraiment une personnalité qui permet à un rôle d'aller plus loin que ce qu'il aurait dû aller à la base. Et bah, du coup, dans meilleur acteur, moi, c'est Ryan Gosling pour Barbie, qui est un film, pas un film que je déteste, mais que je trouve un film finalement assez inintéressant, et je crois qu'on en a un peu parlé de nos limites par rapport à Pauvre Créature, qui est bon, déjà c'est une réalisatrice que j'aime pas, donc pour le coup, voilà, je pense même que c'est son meilleur, pour dire. Donc vu à quel point je suis peu emballé par le film, je vous laisse imaginer ce que je peux penser de ces autres films, quand même, j'ai pas de haine contre cette personne. Par contre, Gosling dans Barbie, attention, hein, Margot Robbie est très, très bien en Barbie, globalement le casting est assez parfait de ce film-là, hein. Mais Gosling, il y a des vannes dans ce film, je pense que ça aurait été plein d'autres gens, ça n'aurait pas marché, quoi. Et sachant que ça a été un peu... Bon, après, c'est les Américains, ils en font des caisses, mais en tout cas, ça a été un peu dit que à chaque prise, il en faisait autre chose. Il testait des choses par prise, il improvisait pas de texte. Ils en ont montré d'ailleurs C'est ça. qui sont très drôles d'ailleurs. Et oui, notamment quand elle revient et qu'il a sa propre baraque. Oui, qui fait Sublime. Ouais. Et ça se sent que c'est un mec qui a été d'une proposition, qu'il a créé ce personnage, et qui est un peu, quelque part, la force du film aussi, effectivement, d'avoir pris des poupées et d'en avoir fait, d'avoir gardé ce côté très... poupée, quoi, impersonnel, et d'avoir réussi quand même à ajouter les quelques nuances qu'il faut pour en faire des personnages sans dénaturer le matériau d'origine. Et je trouve que Gosling est stratosphérique. Bon, moi, c'est sur un acteur que j'ai beaucoup aimé, hein, mais là, je trouve qu'il est vraiment stratosphérique dans cet univers de la comédie, sachant qu'on en a beaucoup des acteurs c'est de un très comique, bon comédien, c'est un très bon comédien de comédie, Gosling. Et au début, on le castait pas pour ça, on le castait que pour les rôles de Brin ténébreux silencieux, enfin Blond ténébreux silencieux finalement. Bon, après, dans les trucs avec Emma Stone, tout ça, il a quand même fait de la comédie. Ouais, très rapidement, regardez The Nice Guy. Bien sûr. C'est ou même il y a un film où il tombe, où il joue à un mec qui tombe amoureux d'une poupée. Une poupée gonflable, quoi, concrètement, enfin une poupée sexuelle. Est-ce que je l'ai vu, ça, moi, tu me regardes? Non, mais je me rappelle plus, mais c'est genre Ernst on the Real Girlfriend, un truc comme ça. Et c'est un acteur qui sait jouer la comédie, mais avec un tempo comique, avec une tête d'acteur. Enfin, il peut faire le sourire de couillon très très facilement. Donc ouais, moi je trouve que c'est un excellent acteur de comédie. Ouais, pour moi il le prouve dans Barbie, et encore une fois pour moi c'est la presta de l'année, parce que vraiment je trouve qu'il livre vraiment une performance incroyable, vraiment. Ouais, moi du coup, moi mon actrice je pense ça va être Sandra Hüller, sans trop de prise de risque, parce que c'est vrai que elle est bluffante, quoi. Elle est extraordinaire, bien sûr. Donc, dans deux films, parce que Zone of Interest dont on a toujours pas parlé, mais elle est... on en parlera la semaine prochaine. Elle est formidable. Enfin, la prochaine fois qu'on enregistre.
Non, mais du coup, ouais. Sandra Hüller est vraiment dingo. Et en acteur, pour moi, c'est la révélation de l'année, c'est Raphaël Quenard. Il y a un an, enfin, pas grand monde le connaissait. Il avait joué dans quelques Dupieux, mais des seconds rôles. Oui, il avait joué dans un sketch de Fumer fait tousser, par exemple. Et dans Au Poste aussi, non? Je sais plus. Mais je crois qu'il avait déjà fait dans plusieurs Dupieux et à chaque fois des seconds rôles. Mais voilà, c'était. Je pense que personne ne le connaissait il y a un an. Maintenant, il a claqué la gueule de tout le monde en quelques films. Genre, que ce soit Shane Lacasse, que ce soit du coup Yannick. Non, et du coup, ouais, vraiment, c'est. Cash qui a cartonné sur Netflix. Ouais. Non, c'est devenu un acteur majeur du cinéma français. Toi, tu l'as pas vu, c'est pas un film que moi j'aime beaucoup, mais dans Je verrai toujours vos visages, il a une scène et il est extraordinaire dedans. Et il joue dans Sentinelle avec Jonathan oui. Cohen. Et autant Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen, autant Quenard, lui, justement là, il fait un rôle plus réservé que d'habitude. En fait, il a un accent, ce qui fait qu'on a l'impression. Il a vraiment on une peut avoir gouaille. l'impression qu'il joue toujours la même chose, mais moi je trouve qu'il est d'une précision à chaque fois. Non, c'est un acteur qui a une gouaille. De toute façon, vous l'écoutez 30 secondes et vous comprenez ce que je veux dire. Mais qui a un jeu d'acteur et qui a une palette et une intensité dans son jeu. Vraiment dingo. Et oui, Chien de la Casse, pour moi, c'était là où il a le mieux joué cette année. Et bordel, il est oppressant. Parce que son personnage est merveilleux aussi. Ouais. Non, il arrive à créer un personnage toxique, oppressant et en même temps attachant bizarrement. Non, c'est vraiment un acteur assez incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Oui, puis c'est un type qui est sympathique en plus. Cinéphile, parce que quand on lui demande, par exemple dans les films de l'année, quand on lui demande les films de l'année qu'il a préférés, donc il dit d'accord, ok, oui, il y a Anatomie, il y a Le règne animal. Par contre, j'aimerais parler de Atlantic Bar. Il a parlé d'Atlantic. Donc, en plus de ça, c'est un type qui est curieux. Ouais. Et moi, j'aime bien ce genre de personnalité parce que sur le papier, je pense que c'est un type qui aurait pu jouer que des abrutis tout au long de sa carrière. Enfin, des abrutis. D'ailleurs, dans Chien de la Casse, c'est un personnage qui commente ces choses-là. Mais je trouve qu'il a ce côté. J'ai pas envie de dire qu'il a pas l'air à sa place, mais il détonne du paysage, globalement. Même s'il sait, il se fringue bien et tout ça, mais grâce à son langage, grâce à sa personnalité, et bah oui, t'as pas juste des types en costard qui parlent extrêmement bien, qui parlent extrêmement bien et qui disent oui, bah oui, écoutez, Citizen Kane, je sais pas pourquoi, je prends toujours Citizen Kane comme exemple, mais ils font voilà quoi. Non, lui, quoi, il va te parler de plein de trucs, de sa culture, quand bien même il va y mettre énormément de grands classiques dedans. Et oui, je trouve que c'est quelqu'un qui renouvelle un peu tout ce bordel. Ouais. Le bordel qu'est le cinéma. Elle cinoche. Meilleur DA. Meilleur DA. Bon, je commence. Du coup, Vas-y. DA, direction artistique. Direction artistique, bien sûr. Du coup, c'est histoire de mettre un peu un fourre-tout entre meilleure photo, meilleur costume, décor, tout ce que vous voulez. L'esthétique. Voilà, l'esthétique d'un film. Et ben moi, je vais vous parler de The Creator, hein, Ah oui. qui pour moi a des défauts, certes, surtout là, au niveau de la narration, mais a une proposition visuelle vraiment démente, que ce soit au niveau de la photographie, qui pour moi est une des meilleures photos de l'année, qui se bagarre avec 2-3 films comme Simple comme Sylvain et peut-être L'île Rouge. Mais ouais, c'est une des meilleures photos de l'année. Alors que c'est tourné à la FX3, on en avait parlé la dernière fois, mais bon, vraiment une petite photo qui est plus destinée aux vidéastes que vraiment au cinéma. Et qui en plus qui est un premier film de directeur de photo. Donc ouais, pour moi c'est déjà une photo incroyable, des décors fantastiques, parce que comme ils avaient zéro thune, ils ont tourné en décor naturel quasiment tout. Qui a aussi une vraie proposition au niveau de l'univers en fait, parce que du coup c'est un univers original, je mets des guillemets parce que ça s'inspire aussi plein de choses, mais c'est un univers original dans le sens où ça vient pas d'un bouquin, ça vient pas d'un autre film, donc il fallait créer une adaptation. Donc voilà, il fallait créer des robots qui soient vraiment identifiés à ce film là, et ça je trouve que ça marche très très bien, le côté très humanoïde à l'avant, et je fais des gestes en même temps que je parle, ce qui n'est pas du tout radiophonique, mais ouais, humanoïde du coup au niveau du visage, Les trous dans la tête. mais très robotique du coup à l'arrière, avec une sorte de grand trou. Et ça marche trop trop bien. Il y a vraiment tout un
tout un univers un peu de la guerre avec ces sortes d'immenses tanks, ce sorte de... Du coup, on avait un doute sur le nom la dernière fois, mais c'est Nomad, le sorte de vaisseau spatial qui survole en permanence l'intrigue et qui est une arme de destruction massive. Donc voilà, moi je trouve que ma meilleure DA de l'année, c'est The Creator de, là pour le coup, Gareth Evans, du coup. Edward. Edward, enfin, j'arrive jamais entre les deux. Et bah moi je vais parler, bon en vérité je triche un peu, mais bon écoutez, il y a plein d'autres films, meilleures photos, voilà, c'est L'amour et les forêts, enfin voilà, on a déjà parlé de ces films-là. Moi je vais parler d'un film dont j'ai pas parlé cette année, et que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé dément, et je veux mettre la light dessus parce que j'ai chié sur eux tout le temps. Les Gardiens 3, voilà, j'en parle, Ouais. mais je l'ai vu Meilleur il y a pas DA, longtemps. les Gardiens 3, Je quoi. trouve ce film extraordinaire, mais vraiment, Ouah, je pense que je comprends pas tes goûts. mais parce que c'est un film incroyable. Alors lui aussi qui accepte le kitsch. Moi je trouve que c'est une trilogie ultra inégale, Les Gardiens de la Galaxie. Bon déjà j'aime pas beaucoup Marvel, mais... Et typiquement le premier, c'est le reproche que je lui fais, je trouve que c'est un film très programmatique, pas déplaisant, mais incroyablement programmatique, ce qui fait que les 30 dernières minutes m'ennuient à un point que je ne décrirai pas. Non mais ça m'ennuie complètement. Le 2, je trouve que c'est un film qui, pour le coup, est loin d'être un film de Yes Man, mais qui a des vrais problèmes de scénario, de MacGuffin dans tous les sens, et ce qui fait qu'il y a des vraies belles idées de cinéma, mais qui finalement, le film, je trouve que se tient... Ouais, moi il me plaît pas trop le 2. Se tient assez peu. Il te quoi ? Il me plaît pas trop le 2. Ouais, moi non plus, ce que je suis un peu en train de dire, mais pour des raisons, mais pas pour des raisons de studio, mais plus que, oui, là, c'est James Gunn que j'attaque. Le 3, je trouve que c'est de très loin le meilleur de la trilogie. De très loin, même. Et effectivement, je trouve que c'est un film qui est dément dans sa direction artistique, dans à peu près tout en vérité. Hein. Je trouve que c'est le meilleur film de bande de l'année. Je trouve que c'est vraiment, quand je l'ai vu, j'étais extrêmement enthousiaste. Je trouve que c'est aussi un film qui a une vraie inventivité au niveau des effets spéciaux. J'adore le design du méchant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon méchant dans un blockbuster américain. Et c'est pour ça que je mets ça aussi dans direction artistique. Mais donc si vous l'avez pas vu, c'est une espèce de méchant. On comprend que sa tête a pris cher dans le passé. On découvrira comment dans un flashback. Et c'est comme s'il avait une peau qui était étirée au bord. Étirée, voilà. Comme s'il avait un faux visage avec des pinces pour le retenir. C'est ça. Ce qui suffit à être immédiatement dérangeant, vraiment très gênant. Moi, chaque fois que je le vois, je suis un peu dégoûté. Chaque planète a son look, a son style. Il y a un moment des hommes-animaux qui sont... Je sais pas si... Enfin, je pense que les 3/4, c'est fait en... Pas en marionnette, mais en tout cas, c'est fait à la main, ce qui donne un côté un peu maladroit et en même temps ultra attachant, très inventif. Donc ouais, c'est dément, quoi. Et puis avec une vraie scène de bataille finale. Et pour moi, là, on est là-dedans. C'est un film qui a coûté... Peut-être le seul film que je mets dans ce lot-là, d'ailleurs. C'est un film qui a coûté une somme astronomique, 250 millions, je crois. Bah, je vois l'argent à chaque plan et ça me fait plaisir. Parce que je vois que vraiment, il y a une idée tout le temps, il y a une scène, il y a dans le passé de Rocket, parce que ça explore plus le passé de Rocket, il y a tout un passage avec des animaux modifiés qui étonnamment me fait très penser à Toy Story, moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et je trouve toutes ces scènes géniales, hein. Mais vraiment, moi c'est un film, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais bordel de merde. Notamment avec le sorte de lapin avec les pattes d'araignée métallique. Ouais. Donc je trouve que c'est un film qui est tout ce qu'on attend finalement d'un film de SF à gros budget, quoi. Et ouais, en plus de ça, d'être un vrai film sur l'adieu, en règle générale, un film blockbuster américain avec une non-romance, ce qui est assez rare pour le souligner. Sur quand même, donc un film mature dans le vrai sens du terme, hein, pas mature dans le sens où c'est noir avec Batman qui dit « je suis sérieux ». Non, un film mature qui aborde des vrais sujets d'adultes. C'est-à-dire tout simplement, ouais, oui, on peut aimer quelqu'un, on peut avoir aimé quelqu'un, mais aujourd'hui cette personne n'est plus ce qu'on a aimé. Bon, là littéralement, parce qu'en gros le personnage principal est amoureux d'une meuf qui s'appelle Gamora, mais Gamora, bah elle est... Une autre version de Gamora. C'est une autre version, elle vient d'un autre univers, et Gamora qui va passer le film à lui dire « mais moi je ne t'aime pas ». Et lui qui doit faire cet adieu, et bah c'est ça de la maturité, bordel de merde. Et pas juste, je sais pas, enfin bon bref, tous ces... Bon, ça fait un moment de toute façon qu'on a pas eu ce délire sur la maturité en mode DC c'était les films matures et Marvel c'était les films immatures. Moi je pense que c'est des deux côtés, c'était des films de merde complètement immatures et stupides. Mais allez, pam, on arrive à la fin de la bouteille, le pavé dans la mare. Il y a plus de filtre. Non, moi je pense que c'est pas parce que tu te prends au sérieux que t'es mature. Et là par contre c'est un film qui est réellement drôle, mais qui est mature et qui aborde des vrais termes. Et c'est un film qui amène à comment dire adieu aussi à ses amis. Enfin, peut-être pas à leur dire adieu, mais à dire, bah, pendant un temps, je vais prendre une autre route. Donc, en plus de ça, c'est un film qui est brillant là-dedans, et tout ça enrobé
d'une direction artistique qui, je trouve, rend toujours honneur à ça, qui est toujours inventive, qui est toujours divertissante, qui est toujours ludique. Voilà, c'est ça mon film de la DA de l'année. Bah attends, on a vachement bien parlé. Ok. Bah, allez, coup, à la semaine prochaine. Non, bah c'est quoi c'est... Ah oui, ok. Ouais, on enchaîne avec le meilleur film d'horreur. Bah vas-y. Et du coup, bah moi je l'ai vu la semaine dernière. Mon meilleur film d'horreur pour moi c'est Vermine. Déjà parce que j'en ai pas beaucoup vu et que Vermine m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vais pas trop me répéter, mais excellent film d'horreur avec des araignées dans un HLM. Et du coup c'est vraiment ce côté huis clos, piégé avec des araignées meurtrières. Et, qui marche vraiment bien, et c'est un petit film fauché, mais on le voit non, pas fauché. C'est pas vrai. 4 millions, c'est un peu fauché. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, 4 millions, déjà, t'es en annexe 1, déjà, pour parler aux professionnels du cinéma. Bon. Non, qui est fauché pour son ambition, et qui est un film qui a été un film de la débrouillardise. Mais on peut pas dire que c'est pas vrai. C'est pas un film fauché. Mais c'est pas un film fauché. C'est qu'il, pour son peu de moyens, arrive à avoir vraiment un visuel vraiment impactant, et on croit à toutes ces putains d'araignées, et elles sont terrifiantes. Donc ouais, pour moi, ça fonctionne de fou malade, c'est terrifiant, et non, franchement, ça marche vraiment très très bien, Vermine. En plus d'être ultra intéressant, tout sur son côté banlieue, sur le propos qu'il a à dire là-dessus. Donc non, je trouve ça assez dingue. Et la bande sonore est très très cool. On peut le féliciter d'être nommé dans 2 ou 3 Césars. En tout cas, il est dans meilleurs effets spéciaux, meilleur premier film. Et il y en a peut-être un troisième que j'ai oublié, j'ai un doute. Je pensais que ce genre de film... Peut-être meilleur BO d'ailleurs, je me demande. Ah ouais, bah trop bien. En vrai, s'il arrive à... Ne serait-ce s'il arrive à avoir un César, ce serait très cool. Meilleur effets spéciaux, pour moi, ce serait pas déconnant. Hein. Après, il a des trucs très bons. En fait, j'en vois pas d'autres en fait. Il y a le règne animal en fait. Moi, non, mais oui, en fait, dans le règne animal, ouais, parce que les trois mousquetaires, ils sont très bons, mais ils sont plus. C'est moins inventif, les trois mousquetaires, en fait, en termes d'effets spéciaux. Le règne animal, il y a vraiment un truc vraiment très corporel, notamment sur le travail de l'homme oiseau. Créature, oui, non, le règne animal, c'est très impressionnant. C'est un film dont on parlera pas dans nos tops ici, mais c'est un film qui est très bon. Hein, voilà. Je leur ai peut-être pas donné 12 nominations au César, mais. Je sais pas comment dire, genre, moi je l'aurais pas fait, mais ça me choque pas qu'il soit nommé 12 fois au César en fait. Oui, parce que c'est un film populaire et qu'il a plu à beaucoup de gens. Oui, puis c'est un film qui est intéressant sur tous les points de vue, en plus de ça, effectivement, quoi. Que ce soit de la base, le scénario, et sur tous les processus créatifs, il est intéressant. Je pense qu'il y a aussi la volonté de mettre un peu de genre à l'honneur. Ouais, pourquoi pas, moi c'est pas. Je préfère Vermine dans la catégorie film de genre, effectivement. J'ai préféré Vermine. Mais le règne animal a ce côté. Je sais pas comment dire, c'est facile de débattre sur le règne animal, d'avoir une discussion dessus, voilà, je pense que c'est un film qui a sa place. Je pense qu'il est même pas dans mon top 30, le règne animal. Moi non plus. Il doit être... Attends, je vais vous dire, parce que j'ai mon top sous les yeux. Putain, j'ai vu 102 films l'année dernière quand même. Donc c'est beaucoup, il est 44ème. Bah après, il est dans la bonne moitié du coup. En vrai, ouais, les films qu'il y a devant... En fait, quand t'as vu autant de films que ça, moi, faut descendre assez bas pour tomber sur des films que je n'aime pas. Hein. Faut descendre en dessous des 60 et 70 pour tomber sur des films que j'aime pas. Moi, je suis plutôt bon public, donc ouais, faut pas à peu près pareil en fait. Faut descendre assez bas pour les trucs que j'aime pas. Ouais, bah je vais rien rajouter parce que j'ai beaucoup parlé sur les gardiens. Moi, le meilleur film d'horreur, déjà, on pourrait presque me taper dessus un peu sur le côté horreur, mais bon, quand même. Watcher de Chloé Okuno. J'en mets une couche parce que, bon, en vérité, voilà, horreur, thriller, bon. Mais, bon, il était à Gérardmer, donc je le compte en film d'horreur. Qui est un film qui est passé inaperçu parce qu'il est sorti directement sur Apple TV. Et quelques mois après, qui est sorti très discrètement, c'était en début de l'année dernière, qui était encore un début un peu incertain, avec le Covid et tout ça. Enfin, je veux dire, soit t'avais des mastodontes, soit c'était des sorties discrètes. Après, les sorties discrètes ont pu avoir du succès, ce qui fait qu'on a eu une année 2023 qui se rapprochait pas mal des scores de pré-Covid. Watcher, donc encore une fois, une femme qui accompagne son mari, dans un autre pays que le sien. Et elle va se sentir observée parce qu'elle passe ses journées dans leur appartement parce qu'elle n'a pas encore trouvé de travail. Et elle se sent observée par quelqu'un en face. C'est un film... Déjà, je voulais en mettre une couche parce que moi, il est dans mon top 10, moi, personnellement. C'est un film que j'aime beaucoup, justement, de par... Et c'est pour ça que je le mets quand même dans horreur.
la paranoïa qu'il va créer chez le spectateur fait qu'on va avoir peur d'un plan sur des rideaux, ou sur une porte, ou sur n'importe quel, sur un sac de course. Il va avoir cette intelligence-là, je pense que je le comparais déjà à Zodiac l'année dernière, mais le fait que maintenant ça vieillit, que je le recompare là-dedans, me conforte un peu dans cette idée-là. C'est qu'effectivement, plus on avance, plus les détails font peur. Ouais. Ce qui est un travail purement de mise en scène, et qui est... Effectivement, la fin est pas ce qui me marque le plus, mais je la pardonne un peu aujourd'hui, dans le sens où je pense que c'est un peu... Je trouve la fin un peu expéditive, mais quelque part, c'est des films où c'est pas tant que ça la fin qui compte en vérité. Ce qu'on pourrait, on pourrait débattre d'ailleurs de la fin dans les films d'horreur, d'ailleurs, ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire, en fait, combien de films d'horreur c'est réellement la fin qui marque, en vérité, à part des films comme The Thing, la fin n'est... ou Psychose, peut-être, la fin n'est pas tant un aboutissement, on est vraiment plutôt dans la représentation... Comme chaque scène est un enjeu à part entière, ce n'est pas tant la question du cinéma d'horreur. Et ouais, Watcher, donc Apple TV, donc soit ceux qui ont Apple TV, soit ceux qui ont MyCanal, où c'est disponible du coup, ou ceux qui ont accès à d'autres sites dont on ne donnera pas le nom, mais qui sont illégaux, ne faites pas ça, attention, oulala, mais vous pouvez le faire quand même pour trouver ce film-là. Et voilà, c'est un film qui plus est, de fait, de son côté un peu psychose, machin, et aussi très ludique et très agréable à regarder. Voilà, je voulais en remettre une couche pour Watcher. Ça roule. Qui est un premier film aussi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ok. Et alors, la dernière catégorie, c'est le film du passé préféré de l'un et de l'autre. Parce que comme à chaque épisode, on a chacun proposé à l'autre un film à faire découvrir, ou alors, même si on connaissait des fois, on connaissait déjà, mais à redécouvrir et à en parler. Donc voilà, quel est le film qu'on a préféré, que nous a fait découvrir l'autre. Voilà. Là, je commence. Bon, je t'en prie. Bah, du coup, moi, c'était Week-end à Zuidcote, du coup, de Verneuil. Ouais, Henri Verneuil, ouais. Qui est un film de guerre avec Belmondo qui erre dans une sorte, dans le moment de Dunkerque, comment ça s'appelle déjà, l'opération Dynamo, où en fait les Allemands ont pris la possession de la France et il ne reste qu'une poche de résistance qui est autour de Dunkerque. Et en fait, on essaie de faire fuir les soldats avec des bateaux anglais, mais forcément, ça prend du temps, et du coup, entre-temps, les soldats se font canarder. C'est un peu comme si vous avez vu Dunkerque, c'est la même chose. Et du coup, là, on suit... par contre, contrairement à Dunkerque, là, on suit les Français, qui sont pareils, qui sont bloqués sur la plage, et dans les villages autour de la plage. Et on suit notamment un personnage, je sais plus comment il s'appelle, c'est il y a longtemps, mais qui... Belmondo, appelons-le. Oui, qui s'appelle Belmondo, et qui erre un peu dans ce paysage, qui erre sur la plage, qui est entre les différents villages, il va avoir des amis, il va avoir une sorte de petit campement à côté d'une... sur la plage. Ouais, à côté d'un camion d'infirmerie où il partage du whisky et à manger. Et il va aussi rencontrer une jeune femme qui ne veut pas fuir son village. Sa maison, même, précisément. Qui ne veut pas fuir sa maison, parce que c'est la seule de sa famille à être dans cette maison-là et elle veut pas la fuir. Et il va en tomber un peu amoureux, même si c'est un peu bizarre, mais... Donc voilà, moi je trouve que c'est un film très joli sur, du coup, ce côté de l'errance et de... En fait, j'aime beaucoup ce personnage qui est toujours à côté, qui a ce côté nonchalant, qui subit la guerre comme les autres, mais qui a toujours une sorte de décalage par rapport à ce qu'il vit. Et en ça, j'ai trouvé le film très très beau, en plus d'être assez impressionnant dans dans sa pyrotechnie et dans ses moments de tension et de bombardement, de canardage des avions allemands. Avec cette relation qui est très ambiguë avec cette jeune femme. Et voilà. Et de la folie des hommes, que ce soit les Allemands ou les Français. Aïe aïe aïe. Voilà. Ok. Bah moi j'ai réfléchi aussi, et sachant qu'il y avait plusieurs films que tu avais conseillés, que j'avais déjà vus, dans l'absolu, moi je pense que le film que je préfère c'est Master and Commander, mais c'est un film que j'avais déjà vu avant que t'en parles. Donc moi je vais plutôt parler de La Surprise, parce que c'est un genre que j'aime pas spécialement, About Time. En français, c'est quoi? Il était temps, mais Il était temps, ouais. je crois que je l'appelle jamais par son nom français. J'ai toujours dit About Time.
About Time 2. Richard Curtis. Attends, Possible. ça Et Attends, putain, j'ai un énorme doute alors que c'est un de mes films préférés. Si, je crois que c'est ça. Bon, vas-y, continue. About Time, qui est effectivement un bon exemple Oui, de Richard Curtis. Qui est un bon exemple en fait tout simplement de comment faire les choses intelligemment tout en gardant une forme de simplicité apparente. Et voilà, c'est un film qui est jamais spécialement grandiloquent dans sa mise en scène, qui a une idée simple qui va tenir jusqu'au bout. Après, c'est encore un film dont j'ai des réserves, hein, attention, mais je trouve encore une fois que c'est un peu une belle manière de montrer déjà je sais pas comment dire, le côté, le peu de contrôle finalement qu'on a sur sa vie, avec une bête idée de scénario, hein, mais je trouve qu'il l'image finalement assez bien. Et tout simplement, il le met bien en scène et rythmiquement, ça se tient aussi très bien. Les scènes qui me marquent le plus, je crois que c'est les scènes dont j'avais déjà parlé lorsque tu me l'avais présenté, mais Le daron. avec le daron, et c'est des idées de mise en scène assez simples, mais en fait, en un champ contre champ, tu peux faire du cinéma, en fait. C'est pas parce que tu ne fais pas des saltos avec ta caméra que tu n'as rien à dire et que tu n'es pas précis dans ce que tu montres. Et je trouve que c'est un film qui regorge de plein de petites idées, très régulièrement, et toutes simples, toutes bêtes, jamais prétentieuses, mais en fait, mis bout à bout, c'est en fait un film qui regorge d'idées de cinoche. Et bah voilà, rien que pour ça, déjà, ça vaut quand même le détour. Voilà. Donc je sais, et je maintiens que l'actrice principale dont j'ai oublié le nom, C'est McAdams. Rachel McAdams, dans ce film-là, et bah voilà, je veux dire, normalement, juste un portrait d'elle devrait suffire à arrêter toutes les guerres de la planète, normalement. Mais bon, voilà, moi je pense qu'elle va sur la frontière entre Israël et Palestine, normalement ça s'arrête. Hein. Non, bah moi je vais pas en parler, moi c'est un de mes films préférés. Bah oui. Non mais voilà, du coup on a fait nos Owens et nos Hals d'or de l'année 2023. Et j'allais dire donnez-nous les vôtres en commentaire, mais bon, il n'y a pas vraiment de commentaires sur les applis de streaming. Non, par contre, on peut peut-être faire des prédictions sur meilleurs films aux César et aux Oscars, parce que je pense qu'on sortira cet épisode juste avant. Ouais. Donc on peut peut-être poser nos prédictions sur les meilleurs films de l'un et de l'autre. Comme ça. Oui, bon, les Césars, ça va être Anatomie. Ouais. Oui, je suis Globalement. d'accord. Je suis d'accord. Moi, je dis Anatomie, meilleur film, et Règne animal, meilleur réalisateur. Voilà. Ah ouais. Ouais. Parce que généralement, ils font ça. Ouais, mais ça me ferait un peu chier, parce que pour moi, c'est pas très très bien réalisé non plus, Règne animal. Enfin, c'est pas... Enfin, pour moi, la réalisation d'Anatomie est beaucoup plus impressionnante que celle de... Moi, il n'y a pas mes films préférés dans les Césars, donc... Même, tu vois, Trajan Young, pour moi, il mérite 1000 fois plus que... J'ai oublié le nom du mec de Règne Thomas animal. Caillet. Thomas Caillet. Pour moi, Trajan Young a fait une prouesse de réalisation beaucoup plus impressionnante que la réal du Règne animal. Quoi. Oh oui, non, mais moi, il y a pas mal de films que je mettrais devant. Bah, mon film français préféré de l'année est nommé nulle part, donc voilà. Hein. Ce qui est con, hein. Le livre des solutions, il est nommé... qui est une petite merveille, quand même. Il est nommé nulle part. Mais ouais, voilà, il y a des absents. Bah, du coup, ouais, Dodin Bouffant qui est représenté dans très peu de catégories. En vrai, toujours pareil, il y a toujours des absents, tout ça, en vrai. C'est, dans le fond, on s'en fout un peu. Hein, Mais finalement, voilà, moi, de toute façon, si Anatomie a le meilleur film, et je pense qu'il l'aura, je serais content. C'est pas volé, en tout cas. Bon, en fait, c'est un film qui a fait un parcours tellement... C'est un film qui a marqué, en fait, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est un film qui a marqué, donc ce serait pas illogique de lui donner, en tout cas, ouais. Voilà. Et aux Oscars ? Et aux Oscars, bah moi, du coup, Anatomie est représenté dans 5 catégories. J'aimerais bien qu'il en gagne au moins une. Ça me ferait vraiment plaisir. Si c'est la meilleure réal, je serais aux anges. Parce que vraiment, en meilleure réal, il y en a 5 et c'est que des monstres en face d'elle. Genre, elle est en face de Lanthimos, de Nolan, de Scorsese. Scorsese, ouais. Et de Glaser. C'est ça, ouais. Donc que des monstres en face d'elle. Donc voilà, moi je serais trop chaud que ce soit Justine Triet qui gagne, mais c'est voilà, elle est en face de vraiment de grands monstres du cinéma. Et voilà, et puis meilleur film, je sais même pas qui ça va être aux Oscars. Hein. Moi, je mise que ça va être l'année Nolan. Ouais, ça va peut-être être Oppenheimer. Pour moi, là, parce qu'en fait, Oppenheimer, au-delà de la fascination que j'ai pour ce mec, je pense que le film coche toutes les cases, en fait. Biopic, donc machin sérieux, performance d'acteur, truc réaliste, un peu d'actu.
comment dire, succès de ouf Oui, au oui, box-office, et les Oscars Bah, ont toujours le récompensé ça. Barbenheimer a bien fonctionné. Hein. C'est ça, donc je pense qu'il coche, voilà, la liste d'acteurs prestigieux, pour moi il coche un peu toutes les cases Oui, ouais. Oscar en fait, quoi. Oui, sûrement que Cillian Murphy aura l'Oscar. Probablement. Donc oui, moi je pense que cette année c'est l'année Nolan. Dans l'absolu, moi je serais content que Nolan y gagne. Meilleur Même si dans le montage, fond pour il moi, en a pas c'est- besoin. Donc, voilà. Meilleur montage, pour moi, c'est obligatoire. Ah oui, moi aussi. Ce serait bizarre de pas le donner à Nolan, le meilleur montage. Ouais. Sachant qu'il l'a déjà eu. Enfin, lui non, mais bah c'était pas. Il a changé de monteur du coup, donc ce serait Jennifer Lame qui l'aurait, qui serait mérité effectivement. Mais il l'avait déjà eu pour Inception. Et pour meilleure actrice, moi, je serais trop heureux si c'est soit Sandra Hüller, Ouais. soit Emma Stone. Moi je serais heureux que ce soit Sandra Hüller. Emma Stone, elle en a déjà un. Emma Stone en a déjà un, mais un petit deuxième, pourquoi Ouais, pas. Non, elle en a Comme déjà ça, un. tu cales les livres de l'autre côté. M'en fous, elle en a déjà un. Oui, bah t'as un mur pour caler les livres, c'est bon, ça va. Oui, sur une autre étagère, tu peux caler d'autres livres avec un deuxième. Non. Bon, après, on va pas décrire chaque catégorie, mais voilà. Bah, moi, je dis Oppenheimer pour meilleur film et Anatomy pour les Césars. Enfin, je veux dire, du coup. Ouais. Et je pense qu'elle peut avoir genre meilleur scénario aux Oscars. Voilà. Ah, ce serait cool en vrai. J'annonce, elle aura meilleur scénario aux Oscars. Bah, elle l'a eu aux Golden Globes, donc je suis pas. Ouais, en vrai, ce serait cool. Je prends pas trop de risques à dire ça, mais. Oui, et puis eux, les Américains, ils différencient entre scénario adapté et scénario original. Donc, Ce qui est pas con d'ailleurs. En fait, parce que effectivement, c'est pas le Ouais. même métier spécialement. Oui, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Mais du coup, elle Bon, attends, on a 4 catégories pour les acteurs, on va avoir 2 pour le scénario, qui est quand même la base d'un Oui, film. Ok, d'accord. C'est peut-être. Non, et en France, on en a 5. 6, parce qu'il y a meilleur espoir aussi. Donc ça va, on met 6 trucs pour un métier qui est pas non plus, voilà, calmos, quoi. Donc Ouais, Alexis ça va, s'énerve. quoi. On peut bien en foutre 2 pour le scénar, quoi. Bon. D'accord. Ah, ça va. Mais du coup, enfin, Anatomy, c'est dans scénario original. Et il y avait eu un gros débat sur Barbie qui, lui, est dans scénario adapté. Alors qu'en fait, c'est adapté de rien. Mais comme, en fait, ils utilisent une image déjà existante qui est Barbie et Ken, du coup, ils ont mis ça dans scénario adapté. En même temps, je trouve que c'est pas complètement con. Et je veux dire, de fait, il y a des droits d'auteur. Oui, il n'y a pas d'histoire à la base, quoi. Pour moi, ils ont créé un univers... Oui, mais bon, en même temps, écoute, on pourrait débattre aussi des films qui ont été nommés en meilleur documentaire au César, hein, Les filles d'Olpha et Little Blue Girl, qui sont inspirés d'histoires vraies, mais qui sont pas des. Enfin, il y a des acteurs en fait qui jouent des rôles, donc à partir de là, c'est pas vraiment des documentaires. Ah ouais, moi, c'est Bah, bizarre. c'est Cotillard dans Little Blue Girl, donc à moins. Et elle joue pas son propre rôle, donc à partir de là, bon. Non, moi je trouve pas ça con de foutre Barbie là-dedans. Bah, après, moi, Barbie, je lui souhaite de rien avoir, donc voilà, mais c'est peut-être meilleur décor, et encore, parce qu'il y a pauvre créature dans meilleur décor, Oui, donc à partir de là. Non, et puis il y a une grosse polémique et c'est un peu honteux pour Barbie parce que du coup, il y a que Ryan Gosling qui est représenté, enfin qui est nommé du coup dans la catégorie meilleur acteur. Dans la Et- catégorie principale, parce que le Barbie est nommé quand Non, même mais genre 7 fois. Non, mais il y a pas Margot Robbie et il y a pas Greta Gerwig en meilleur réal. Ce qui fait qu'en fait, c'est censé être un film qui parle du fait que les femmes doivent reprendre leur place et ne pas se faire éclipser par les hommes. Et au final, le seul qui est nommé pour Barbie, c'est Ryan Gosling. Donc c'est vrai que le message envoyé est quand même, pour moi, très mauvais. Et je trouve ça trop bizarre d'avoir juste mis Ryan Gosling et ni Margot Robbie ni Greta Gerwig. Après, Robbie, elle est nommée en meilleure productrice, du coup, dans meilleur film, mais. C'est quoi ça? Mais il y a un truc qui Meilleur s'appelle- film, c'est les producteurs qu'on récompense. Ah oui, ok. Oui, je vois l'idée. Même si, en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais dans le fond, en fait, Greta Gerwig, pour moi, n'a rien à foutre dans meilleure réalisatrice. Et je sais plus qui est en actrice. Non, c'est pas une excellente réelle, Greta Gerwig, mais mettez au moins juste Margot Robbie dans la catégorie meilleure actrice, quoi. Oui, ça aurait du sens. Et arrêtez de foutre I'm Just Ken dans meilleure musique originale, en fait. Enfin, cette musique est une blague. Bon, elle est marrante, mais Surtout bon. qu'à côté, t'as la musique de Billie Eilish qui est... Oui, c'est ça, genre, peut-être pas non plus. Mais je veux dire, comme au César, dans meilleure actrice dans un rôle secondaire, je crois qu'il y a 5 personnes nommées, et il y en a 4 qui sont dans le film Je verrai toujours au visage. Oui, bah, c'est un film qui a un défilé d'acteurs, c'est son seul intérêt. Bon, bah, peut-être calmez-vous, en fait, quoi. Enfin, c'est... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu nommes une écrasante majorité comme ça, en fait, c'est que dans un cas comme dans l'autre, c'est humiliant. C'est-à-dire que si une des actrices de Je verrai toujours au visage a le prix, bah c'est logique parce qu'il y en a 4 nommés sur 5.
Et si aucune ne l'a, c'est humiliant pour le film. Donc en fait, tu crées forcément un truc un peu gênant en fait, quoi. Donc bon, il y a plein de trucs à dire. Est-ce que c'est si important que ça, finalement? Rien n'est important. Est-ce que c'est pas l'instant présent qui compte? Ouais, t'as trop raison. Bon, en tout cas, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça sort, mais on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Ciné 20 plus classique. Ouais. Plus normal. Où on commentera probablement, on prendra un petit temps pour commenter les cérémonies. les cérémonies. Et voilà. On vous dit à très bientôt. Ouais, gros bisous.